Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Décor spécial pour une journée spéciale. Nous sommes le 6 novembre 2025. Il y a de cela quelques heures, le président de la République, Paul Biya, prêtait serment devant la représentation nationale pour entamer un nouveau mandat à la tête de l'État, un nouveau septennat. Lorsque nous entrions dans ce studio, il était au Palais de l'Unité en train de recevoir les félicitations des corps constitués nationaux, après avoir reçu les félicitations des corps diplomatiques, mais également reçu les attributs de pouvoir. La dernière partie de cette journée au Palais de l'Unité sera réservée à une sorte de cocktail organisé par le couple présidentiel pour boucler cette journée dont la solennité s'est tenue au Palais des Verts Paul Biya, donc qui est le nouveau palais de l'Assemblée nationale que le président Paul Biya découvrait pour la première fois, ce qui a d'ailleurs été abondamment salué par le très honorable Cavalier Yegedibré, le président de l'Assemblée nationale qui officiait. Avec ce décor spécial, on va décrypter le discours inaugural du président élu, président Paul Biya. Que faut-il retenir de ce discours? Quelles attentes, quelles perspectives au moment où il reprend officiellement les rênes du Cameroun? Plusieurs invités, les hommes politiques, les acteurs de la société civile, journalistes et autres économistes pour donner les grilles de lecture de cette sortie présidentielle et peut-être plonger dans ce que sera ce septennat. Accueillons l'honorable professeur Joseph Kanke. Il est un acteur politique, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout naturellement un universitaire. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher Jean-Jacques, je suis là, vous m'avez invité, je suis content de prendre part à cette émission et à travers vous, je voudrais saluer de nombreuses personnes, de nombreuses Camerounaises et de nombreux Camerounais qui nous suivent actuellement pour savoir de façon plus détaillée et plus simple ce que le chef de l'État a dit ce matin dans son discours, je dirais, inaugural. Parce que la prestation de serment, ça marque le début du septennat. Qui commence aujourd'hui et qui va aller jusqu'en 2032. Donc aujourd'hui, ce discours a été prononcé, un discours programme, et je suis content de prendre part à cette émission pour dire ce que j'ai entendu dans ce propos du chef de l'État qui vient d'être élu et qui vient de prêter serment. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pendant que certains de vos camarades sont en train, parce que c'était également un jour d'un double événement pour le RDPC. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le 6 novembre 1982, le chef de l'État a accédé à la magistrature suprême et aujourd'hui, c'était le 43e anniversaire. Et je crois que, comme vous parlez du double événement, oui, il y avait cette prestation de serment et il y a aujourd'hui la célébration de ces 43 ans à la tête de l'État du Cameroun. Merci d'être de notre professeur et de partager ce que vous avez retenu du discours inaugural du président Paul Biya, invité également à ces échanges. Bertin Noah, il est un acteur politique également, secrétaire général du FDC. Monsieur le secrétaire général, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. C'est un plaisir, hein, malgré la grippe qui ne veut pas vous lâcher. Le climat, Elle, sa grippe. Le climat est compliqué ces temps-ci. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Pour ce jour, est-ce que dans, je veux dire, l'histoire, dans le processus électoral, c'est désormais totalement clos, la présidentielle 2025? Il n'y a plus rien à dire, monsieur Jean-Jacques. Je pense que s'il y avait quelques personnes qui voulaient encore apporter beaucoup de désordre, tout a été fait aujourd'hui. Et tout Camerounais sérieux doit déjà plier bagage et s'aligner derrière celui qui a été investi aujourd'hui. Je pense que nous tous nous avons suivi cette grande cérémonie et nous laissons la place au président de tenir et de réaliser ce qu'il a dit aujourd'hui. D'accord, ce qu'il a dit aujourd'hui et que vous avez retenu, on en parle pendant le programme. Farel Ateba est un journaliste, il est des nôtres ce soir. Bonsoir et bienvenue Farel. Merci Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les co-discutants. Bonne fête à Monsieur le Président de la République qui, au-delà du serment de ce jour, il commémore son accession à la magistrature suprême. Le comité central, je vais dire le RDPC,
nous le voyons à travers les 4 coins du pays, est en train de festoyer. Je crois que c'est une très bonne chose pour eux. Et c'est aussi l'occasion pour les militants du RDPC de faire une introspection, puisque le chef de l'État lui-même, il a été sincère. Nous aurons l'occasion de décrypter son discours tout à l'heure. Il faudrait bien qu'il se remette en cause au regard du score engrangé dans le cadre de l'élection présidentielle qui vient de s'achever, 53,66% en 2025. Et pour vous, le RDPC ne devrait pas s'enorgueillir? Au-delà de ça, il faudrait qu'il se remette en cause parce qu'il y a des récriminations qui fusent de part et d'autre. Les Camerounais ne sont pas contents du RDPC, contents de ce qui gravite autour du président de la République. Il est donc question de se remettre en cause et en se posant la question de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour satisfaire les Camerounais qui ont encore fait confiance au président de la République. C'est la question que chacun devrait se poser au-delà de la fête. J'aurais souhaité, si c'était secrétaire général du comité central du RDPC, j'allais appeler les camarades à festoyer dans la sobriété. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on voit des gens fêter avec des bouteilles de champagne, ça donne matière à s'interroger. Est-ce que pendant que les autres souffrent, certains jubilent? Est-ce qu'ils ne se posent pas des questions? De toutes les façons, bonne fête au président de la République. Mais vous aurez souhaité que pour le RDPC, la fête se fasse dans la sobriété. On a invité spécialement un jeune, un étudiant, qui a un pied également en politique, parce qu'il faut bien s'engager. Étant encore jeune, c'est en tout cas cela que les jeunes sont appelés, ils sont appelés à adhérer dans le mouvement politique. Mohamed Ali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV. C'est un jour particulier pour vous, jeunes, de vivre ce qu'on a vécu, la présidentielle et la prestation de serment. C'était une grande expérience pour moi. Tout d'abord en tant que jeune, de vivre ces événements-là. On a tout vu pendant cette élection. On a vu les débats, on a vu les échanges, les promesses. Et ce qui nous intéresse, nous jeunes, c'est la partie qui est réservée à la jeunesse. Et moi, je peux dire d'entrée de jeu que le discours du chef de l'État a été riche en annonces concernant la jeunesse. La jeunesse. On va entrer dans les détails tout à l'heure. On recevra dans le programme Eugène Yambal, qui est un économiste, un ancien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale également, et de la Société financière internationale. On aura également l'occasion, on l'espère, de recevoir Maître Jean-Guy Zogo, qui est le président général de l'Union des populations africaines. C'est une formation politique. Monsieur, entrons dans le fait, le discours inaugural du président Paul Biya. Tout à l'heure, on parlait des Verts. Paul Biya, justement, s'il y avait quelque chose à retenir, Berthenois, ce serait quoi? Monsieur Jean-Jacques, j'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. Je me suis incliné dernièrement pour repartir les 25 dernières années. Et j'ai cherché à ce que je puisse avoir le discours qui concernait la jeunesse depuis 2000. Au soir du 10 février, j'ai eu la chance de retrouver à plus de 3/4 de ces discours. Je voudrais noter ici que le président a toujours parlé concernant la jeunesse. Il faut le dire. Peut-être il y a eu quelque chose de plus aujourd'hui, mais dans l'ensemble, il s'adresse aux jeunes et les jeunes, depuis lors, veulent voir quelque chose se passer. Donc, concernant la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de savoir que l'une des catégories qui est majoritaire, c'est la jeunesse. Et selon le terme démocratie, on ne peut pas abandonner la catégorie qui a un pourcentage élevé. Sauf que nous voulons voir la concrétisation dans les discours qui sont prononcés par le chef de l'État. Vous dites que l'ensemble des discours que vous avez parcourus, il y a toujours sur le plan de la forme, il y a toujours quelque chose pour la jeunesse. Mais ce qui semble manquer, c'est la matérialisation. Vu que le discours du 10 février, M. Jean-Jacques, est beaucoup plus sur la jeunesse. Et vous pouvez imaginer donc un discours qui concerne
la jeunesse, qu'est-ce qui peut être à l'intérieur comme contenu? C'est de dire aux jeunes quelque chose qui va susciter l'espoir. Mais en écoutant encore celui d'aujourd'hui, il se peut qu'il y a encore eu un bon contenu au niveau de la promesse qui est toujours faite au niveau de la jeunesse. C'est de ça qu'il est question. Et ce que le président a dit de façon concrète concernant la jeunesse, il dit « J'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. » Il a énuméré les axes. Donc de manière concrète, il dit qu'il va mettre en place un plan spécial de promotion de l'emploi jeune. C'est une grande annonce. C'est une grande annonce. Je ne vais pas me retirer de ce que j'étais en train de dire. Comment est-ce que vous avez perçu la création du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? C'est un ministère qui a été créé honnêtement pour venir pallier à beaucoup de problèmes des jeunes. Ce ministère a été créé. Vous venez encore de voir le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été dirigés dans ce ministère. C'était pour que les jeunes notamment le plan spécial triennal jeune. Exactement. Oui. C'était pour que les jeunes retrouvent vraiment le jus qu'ils vont se nourrir avec. Mais au regard de tout cela, M. Jean-Jacques, les jeunes ont des problèmes. Soit on met quelque chose qui n'atteint pas le nombre qu'ils sont. Parce que lorsque nous sommes dans une maison et que vous apportez une nourriture qui ne peut pas nous suffire, on ne va pas dire que vous n'avez pas rationné, mais vous n'avez pas donné à la hauteur du nombre qui doit partager le repas que vous avez donné. Donc, en toute bonne conscience, j'ai aimé le discours parce qu'il faut d'abord que quelqu'un se prononce. C'est sur la base de la parole qu'on va demander à la personne que, mais qu'avez-vous dit tel jour? Il se retrouve en train d'être tenu sur sa parole. Ça a été bien. J'ai souligné également l'insertion des femmes. Oui. Je l'ai dit ici maintes fois, je suis coordonnateur national d'un projet des femmes et des veuves et des femmes violentées. Je vous assure que j'ai vu beaucoup de choses concernant ces mouvements. Il faut impérativement, après la jeunesse, ce sont les femmes qui suivent. Il faut nécessairement un traitement tel que le président a dit aujourd'hui en ce qui concerne la jeunesse. Et quelque chose m'a plu. Il a encore mis le doigt au niveau de la corruption. Monsieur Jean Jarzé, pour que le Cameroun soit un pays que nous tous nous attendons, il faut impérativement mettre un accent fort au niveau de la corruption. Sinon, mais là, ce n'est pas une nouveauté. Vous dites bien qu'il a encore mis le doigt là-dessus. Il a encore mis, ça veut dire qu'il y avait... qui est beaucoup plus trop résistante, ou alors c'est les moyens de lutte qui ne sont pas appropriés. Je me dis qu'il doit avoir un problème de légèreté. Je me dis qu'il doit avoir un problème de légèreté par rapport à ce qu'il avait dit en 82, rigueur et moralisation. Vous pensez réellement que si vous blaguez, là où nous sommes assis ici, on ne va pas trouver les caméras à côté de la porte, on ne va pas trouver que quelqu'un a déplacé ce qui ne devait pas être, il est rentré avec ça à la maison. Mais si vous êtes tellement sévère, nous allons vivre ici des années sans toutefois que quelque chose ne bouge. Et je vais sortir tout en lui disant quelque chose, M. Jean-Jacques. Ce que je veux dire au président de la République aujourd'hui, au regard du temps qu'il a mis, 43 ans, il a fait aujourd'hui mélangé avec un autre septennat qui s'annonce. Et je vais donc aller... Pas dans la Bible, j'espère. Non, je dois... D'accord. Non. Il m'arrive souvent que je prenne aussi les citations des philosophes et bien d'autres personnes pour illustrer ce que je vais dire. Ce que le président de la République doit faire pour ce septennat, voici la solution. Dans le livre de Exode, chapitre 18. Eh bien, nous y sommes. Oui, verset 21. Oui. Voici ce qui est dit. C'est Jéthro qui s'adressait à Moïse par rapport à la conduite que Moïse devait faire avec le peuple de Dieu. Il lui a dit, choisis parmi tout le peuple les hommes capables. Deuxième des choses, craignant Dieu. Troisième des choses, les hommes intègres. Quatrièmement, ennemis de la cupidité. Et à la fin, établis-les sur eux comme les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50 et les chefs de 10.
ce septennat pour que le président de la République réussisse. Il faudra que ceux qui nous écoutent lui envoient ce message pour qu'il réussisse. C'est un bon chrétien. Il faut impérativement que l'équipe qui va accompagner le chef de l'État pour ce septennat, qu'on retrouve les gens pareils à l'intérieur. Sinon, il va encore se retrouver comme dans les prochaines années où il a dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu des gens qui l'ont accompagné. D'accord, vous retenez quand même qu'il y a eu un intérêt pour les jeunes, pour la femme, avec notamment l'annonce de ce plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, mais vous mettez tout cela en doute relativement aux promesses qui ont été faites par le passé, dont la matérialisation n'a fondamentalement pas suivi. Farel Ateba, qu'est-ce qu'on retient du discours inaugural du président Paul Biya? Vous savez, le chef de l'État, président de la République, lors de la cérémonie de prestation de serment, a exprimé sa gratitude à Dieu et au peuple camerounais. Oui. À Dieu, le Père, et au peuple camerounais qui lui a encore fait confiance. Et le chef de l'État a fait le rappel de la portée symbolique du serment qu'il a prêté devant le peuple camerounais. Vous savez, il est conscient, de mon point de vue, de la responsabilité que le peuple lui a encore confiée. Je l'indiquais tout à l'heure, ce n'est pas que je n'ai pas dit que le peuple, je vais dire les militants du RDPC, ne doivent pas péter. Ils doivent tenir compte des conditions de vie actuelles du peuple camerounais. Vous savez, pendant l'élection présidentielle, s'il y a une récrimination qui revenait de façon récurrente dans les médias et même à travers les réseaux sociaux, c'est que le peuple s'ouvre, le peuple a soif du changement. Et ce changement-là, il s'agit de quoi? Ce n'est pas forcément comment j'avais dit ça, un nettoyage systématique autour du président Paul Biya. Ce n'est pas forcément que le président de la République doit partir. C'est qu'il faut améliorer les conditions de vie des citoyens. Et le chef de l'État, le président de la République, tel que je l'ai écouté, je l'ai trouvé sincère pour une première fois. Je l'ai trouvé sincère, conscient des enjeux, conscient de la responsabilité que le peuple lui a encore confiée, conscient de comment j'ai envie de dire ça, du poids du travail qu'il doit commencer à faire. C'est ce qu'il exprime lorsqu'il dit, Farel, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés et je mesure la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Oui. Alors le chef de l'État reconnaît les difficultés à venir, les difficultés actuelles du peuple camerounais. Le président de la République reconnaît, comment j'avais dit, ça manifeste la volonté d'aborder les priorités du nouveau septennat, c'est-à-dire essayer un peu d'amener les Camerounais à sortir de cette crispation-là que nous voyons aujourd'hui. Hein, les Camerounais expriment, si vous voyez à travers les manifestations post-électorales, ce qui se passe actuellement, c'est en fait ces frustrations-là. Les gens qui en ont marre de voir ce que les autres ont appelé les hautes instructions du président de la République détruisent quasiment des vies. Voir que les hautes instructions du président de la République n'ont pratiquement servi à rien. On a des infrastructures qui ont été, comment je vais dire ça, dont les travaux ont été engagés et beaucoup d'argent a été dépensé, mais sauf qu'on n'a pas vu ces travaux-là s'achever. Et voyez-vous, aujourd'hui, on va citer par exemple le stade de Olembe qui au début était le complexe Paul Biya, et aujourd'hui on parle du stade d'Olembe. On a l'impression qu'à la dernière minute, le chef de l'État, le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya, n'a pas voulu qu'on colle son nom à cette histoire-là, raison pour laquelle, et vous avez vu, aujourd'hui, lorsque le président de la République est arrivé à l'Assemblée nationale, il était ému. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Il était fier d'entendre que ce joyau architectural porte fièrement et porte son nom. Et on s'est dit donc que lorsque les Camerounais se rendent donc compte que l'autoroute Yaoundé-Douala a englouti il y a plus de 1000 milliards, mais on ne voit rien sur le terrain. Hein? Les travaux n'avancent pas. L'autoroute Yaoundé-Simalé n'est pas électrifiée, n'est pas sécurisée. On agresse les Camerounais là-bas tous les jours. Les Camerounais se rendent compte que sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, il y a des
des accidents tous les jours. De Bertois jusqu'à Garoua-Boulaye, la route est impraticable. Vous ne pensez pas que ça peut susciter des frustrations? Le chef de l'État a donc mesuré l'ampleur des frustrations des Camerounais et il s'est dit, c'est mon point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Il a dit, c'est assez. Et le président de l'Assemblée nationale, en remettant le stylo au président de la République, pour ceux qui ont vu la scène, a rappelé que c'est avec ces stylos que vous allez prendre des grandes décisions de la République. Et il a d'ailleurs évoqué le remaniement ministériel. Ce que le peuple camerounais attend, c'est que le président de la République essaye un peu de se débarrasser de certaines têtes, certains visages. Les gens ne veulent plus, les jeunes particulièrement, ne veulent plus voir certaines personnes. C'est pas qu'on veut faire, on en veut fortement à ces gens-là. C'est que sur le terrain, on se rend compte que ces gens ne nous servent pratiquement à rien. Au contraire, ils travaillent de manière à mettre, à opposer le peuple au président de la République. Et donc, aujourd'hui, si nous autres Camerounais avions décidé, n'est-ce pas, avons décidé de soutenir, d'accompagner le président de la République, c'est parce que nous sommes conscients de ce que le président peut enfin rectifier le tir en se débarrassant de ceux qui ont, comment j'avais dit ça, ceux qui l'ont opposé au peuple camerounais et à baliser le chemin de manière à ce que les jeunes soient fiers de lui. Et d'ailleurs, je me réjouis du fait que le président aujourd'hui ait reconnu, n'est-ce pas, l'importance de la jeunesse, l'importance des femmes, n'est-ce pas, dans à bâtir de gouvernance. Et on espère que... Là, c'est pas nouveau, en tout cas. On espère que le président de la République va encore respecter sa parole. Parce que le copaniste l'a dit tout à l'heure. Il y a une différence entre la parole dite et les faits sur le terrain, la concrétisation de cette parole-là. Est-ce que le président va véritablement respecter ce qu'il a dit dans ses discours d'investiture? Est-ce que le président... On pourrait lui demander, est-ce qu'il a évalué le plan spécial triennal jeune avant de passer au plan spécial de promotion? Je crois que plusieurs fois dans ses discours, le chef de l'État est revenu dans... souvent mis l'emphase sur le plan spécial triennal jeune, je crois que c'est comme ça, oui. Et qui engloutit plus de 102 milliards de francs CFA. Je ne vais pas remettre en cause, je vois le ministre de la Jeunesse il se bat tant bien que mal pour défendre un espace, ce projet. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a encore des frustrations, il y a des récriminations qui fusent de part et d'autre. Bon, c'est pas important, mais ce que je voudrais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques. Il faudrait bien que le chef de l'État mesure l'ampleur de la responsabilité qui lui a encore été confiée. Heureusement qu'il a invoqué Dieu et il a parlé de la remercier Dieu et on espère que, comme le companiste l'a dit tout à l'heure, qu'il appellera Dieu à l'aider à accomplir son projet de société. Et nous autres serons là pour l'accompagner de manière à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc vous prenez la main tendue parce qu'il a parlé d'une main tendue. Oui, il a tendu la main aux jeunes. Qui suis-je? Non, écoutez, Jean-Jacques, lorsque je ne suis pas comme certains hommes de Dieu qui sont devenus quasiment des militants des partis politiques actuellement, en tant que chrétien, j'ai fait ce qu'on appelle le vœu d'obéissance. Lorsque la plus haute institution de la République a dit que c'est elle qui est le président de la République, j'ai l'obligation, parce que moi en tant que chrétien, il m'est demandé de respecter les autorités, parce que toute autorité vient de Dieu. Je dois donc respecter le président Paul Biya, qui m'a été présenté comme étant celui-là même qui doit être à la tête de mon pays. Je dois respecter le président Paul Biya. Et ce n'est pas tout. On dit que le chrétien doit prier pour les autorités. Je me pose donc la question de savoir, est-ce que ces hommes en soutane-là prient véritablement pour nos autorités? À lieu et place de cette prière, on voit plutôt certains qui incitent à la haine, qui incitent à la rébellion, à l'insurrection. Quelqu'un a même parlé de bon diable. Je me suis posé la question de savoir si c'est véritablement un homme de Dieu. Sur le discours inaugural du nouveau septennat du président de la République, on a cité cette phrase: je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés et je mesure la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. C'est la phrase que nous soulignons tout à l'heure. Mohamed Ali, qu'est-ce que le jeune qui a suivi le président Biya tout à l'heure a retenu? Jean-Jacques Zé, moi je vais d'abord dire merci et bonne fête à tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
parce que je suis également un jeune militant de ce parti-là, ce parti historique qui traverse les temps. Mais le Sinova ne concerne pas que le RDPC. Oui, il ne concerne pas que le RDPC, mais pour nous militants, c'est un moment d'introspection. D'accord. Et je voudrais dire que concernant le discours du chef de l'État, pour le jeune que je suis, et je crois que je peux porter la voix des jeunes qui sont comme moi encore étudiants et sur les bancs dans les amphis, le retour. Je commence par le retour du concours de l'ENS. Les écoles normales supérieures. Et qui voudrait dire concours, qui dit également immédiatement intégration directe. On l'espère. C'est quelque chose, non, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup manqué. Parce que le recrutement des auditeurs libres crée beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois qu'ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et moi, je suis venu aujourd'hui, Jean-Jacques, pour faire des propositions. Je sais que... Est-ce que vous êtes déjà satisfait de l'espace consacré et des promesses faites aux jeunes dans ce discours? Jean-Jacques, je suis largement satisfait. Pourquoi pas la création du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes? Moi j'insiste sur l'ENS. Le retour du concours d'entrée à l'ENS va résoudre beaucoup de problèmes sur le terrain. Parce que lorsqu'on dit les jeunes, beaucoup de gens regardent ce que ça va produire immédiatement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés aujourd'hui dans nos villes et villages à étudier parce que les enseignants sont pour la plupart vacataires et parfois très mal payés. Donc je pense que cette décision du chef de l'État va permettre à nos lycées et collèges de retrouver des enseignants de qualité. Dans un second temps, il y a ce plan. Ce plan, le chef de l'État a parlé de la collaboration avec nos institutions financières, c'est-à-dire les banques. Des jeunes pourront faire des projets et aller proposer au niveau de nos banques, ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce qu'on va vous demander la garantie. Si l'État apporte la contrepartie de la garantie, je pourrais monter mon projet d'élevage de poulets de chair. Je pourrais recevoir 5 millions, vous allez voir que peut-être le concours de l'ENAM ne va plus m'intéresser. La jeunesse camerounaise ne demande pas beaucoup de choses, elle demande des opportunités. Et je pense que ce discours du chef de l'État, s'il est appliqué par les hommes qui seront choisis... Vous dites s'il est appliqué? S'il est appliqué, parce que Jean-Jacques, j'étais sur votre plateau il y a quelques mois et j'avais dit que moi, je trouve pas cohérent de dire qu'on est à la période de la décentralisation et on fait un plan triennal spécial jeune et on décide de qui reçoit quoi à partir de Yaoundé. Qu'est-ce qu'ils en savent à Mandjouchemois, à Bertois? Ils en savent absolument rien. Ils peuvent demander aux délégués, mais Jean-Jacques, nous sommes des Africains dans la société. Est-ce qu'un délégué affecté connaît quel jeune est sérieux au village? On devrait remettre tout cela au niveau des magistrats municipaux de nos municipalités. La décentralisation, c'est également ça. Le maire, il vit dans sa communauté. Il sait quel jeune sur qui on peut investir, voilà des opportunités. Je pense que c'est ce type d'initiative ou encore de mesures dont nous avons besoin. Jean-Jacques Zé, pourquoi continuer à recruter des personnes à Yaoundé alors que le conseil régional pourrait recruter des jeunes sur place? Jean-Jacques Zé, l'autre jour, lorsqu'il y a eu des difficultés, par exemple, sur le problème de transport, c'est le conseil régional qui a mis son bus pour permettre aux populations dans la région de l'Est de se mouvoir. Donc, Jean-Jacques Zé, moi, je pense que ce plan du chef de l'État est salvateur pour nous les jeunes. Mais au niveau de l'application, je pense qu'il faut une décentralisation de ce projet. La banque doit opérer dans son secteur. Je ne pourrais pas venir déposer, comment un jeune de Koussiri va faire pour venir déposer un dossier au ministère de la Jeunesse à Yaoundé pour bénéficier d'un projet. Maintenant, une autre chose, Jean-Jacques, je voudrais dire également, il y a le choix des bénéficiaires. C'est ça qui crée le problème. Beaucoup de personnes, moi je crois que le chef de l'État donne des instructions, mais au niveau de l'application, nous les jeunes, nous ne sommes pas satisfaits des hommes qui sont sur le terrain. Parce que Jean-Jacques disait, parfois lorsqu'on choisit des gens, vous avez des noms des familles bien connues. Le plan triennal spécial jeune, moi j'en parle. Parce que j'ai été dans l'environnement. Vous avez, dans un arrondissement, on choisit le neveu de l'élite, on choisit le cousin de l'élite et on finit par sa belle-fille, c'est-à-dire la femme d'un de ses enfants au village. Alors, est-ce que cette jeunesse peut être contente de ce type de projet? Mais si on remet cela entre les mains des élus locaux, parce que l'avantage avec les élus locaux, des personnes élues, c'est que Jean-Jacques Zé, et vous en savez également, c'est que une personne qui est élue, s'il prend des mauvaises décisions,
dans quelques mois, il y a les élections, il sera sanctionné par le peuple. Et le peuple va dire qu'on n'en veut pas. Moi, je pense qu'en décentralisant ce type d'initiative dont le chef de l'État a parlé, nous, les jeunes, nous allons trouver nos comptes. Même au niveau, n'est-ce pas, des concours. On parle de l'équilibre régional, mais vous avez parfois un arrondissement qui reçoit des jeunes qui entrent à l'ENAM chaque année, alors que l'arrondissement voisin n'en a jamais eu. Jean-Jacques Zé. Moi, je peux vous dire au niveau de la communauté... D'où les frustrations évoquées par le président. Elles sont nombreuses. Au niveau de la communauté Bororo, par exemple, moi, je suis un jeune Bororo. Je peux vous dire que parfois, quand nous, on se retrouve, Jean-Jacques Zé, moi, on m'appelle élite parce que je suis étudiant. Parce que vous êtes à l'ESTIC. Je suis à l'ESTIC, certes, oui. Mais l'ESTIC n'intègre pas aujourd'hui. Oui. C'est également un pan qu'il faudrait voir au niveau du ministère de la Communication. Avec la décentralisation, nous, les jeunes journalistes qui sortons, pourquoi ne pas nous envoyer dans les conseils régionaux? En France, par exemple, vous allez voir que le conseil régional a son journal presse écrite, a sa radio et a sa chaîne de télévision. Pourquoi continuer à mettre la CATV, un chef de station nommé de Yaoundé à Bertois? Vous ne pensez pas qu'un chef de station nommé par le président du conseil régional servirait mieux les populations locales qu'un chef de station nommé par un directeur régional, lui aussi qui a été nommé? Donc moi je pense qu'il y a une décentralisation du système qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes pour nous les jeunes. Moi je crois que Jean-Jacques, je vais terminer, les jeunes Camerounais aiment leur président de la République. Nous les jeunes, nous aimons le président de la République. Jean-Jacques, depuis que nous sommes nés, vous écoutez la radio, c'est président Paul Biya. À l'école, vous étudiez le président Paul Biya. Non, Jean-Jacques Zé, je veux dire que toute notre vie est rythmée. C'est celui que vous connaissez. Jean-Jacques Zé, toute notre... Non, ce que je suis en train de dire, c'est que le jeune Camerounais, même s'il vous dit qu'il n'aime pas le président Paul Biya, je pense que c'est une façon d'exprimer ses frustrations au sein de sa communauté. Parce que quelqu'un que vous avez toujours entendu parler, que vous avez toujours vu, est-ce qu'il a toujours répondu à leurs questions, à leurs problèmes? Ce n'est pas parce qu'on l'entend parler de lui tous les jours qu'on est content, forcément. Jean-Jacques Zé, si les jeunes sont pas contents, c'est pas que le président de la République ne fait... Est-ce qu'il a répondu à leurs questions aujourd'hui? Oui, parfois le plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes aujourd'hui, après un plan spécial triennal jeune qui est resté problématique, dont l'évaluation s'il vous plaît, après un ensemble de projets et de programmes, des structures comme le Fonds national de l'emploi, qui n'a pas été évalué jusqu'à présent, qui n'a même pas été liquidé, c'est parce qu'on ne sait même plus si ça existe ou pas. Est-ce que ces éléments-là ne réduisent pas ce degré d'amour et mettent plutôt en place un ensemble de questions? Papa, on t'aime, mais est-ce qu'on est satisfait? Jean-Jacques Zé, la jeunesse, si moi je viens ici vous dire que la jeunesse camerounaise est entièrement satisfaite, c'est que je fais de la langue de bois. Moi, je voudrais dire que nous avons beaucoup de choses que nous attendons de notre président, mais nous aimons notre président. Jean-Jacques Zé, moi, quand j'ai eu le baccalauréat en 2017, il fallait venir faire l'université à Yaoundé. Aujourd'hui, dans ma ville à Bertois, j'ai l'université de Bertois. D'accord. C'est déjà un soulagement. Merci. Mohamed Ali, on va avancer. On va avancer. Justement, sur le plan spécial de promotion de l'emploi jeune, qui est la grande annonce pour les jeunes dans ce discours, et qu'il s'engage à le mettre en place dès les premiers mois de ce septennat qui a commencé aujourd'hui et qui devrait s'orienter sur quelques axes, notamment la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées, avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. C'est-à-dire qu'on propose des mesures de facilité administrative et fiscale, mais l'obligation que ces entreprises vont avoir, c'est de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. Ceci se fera en liaison, vous l'avez dit, avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Et puis quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, c'est-à-dire puisqu'on est même en plein exercice, on est en pleine session budgétaire, voilà, il dit pour ce quatrième point que dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État
sera consacré à la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre au profit des jeunes, c'est-à-dire IMO, sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées, votre appel de ce côté-là, et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, dit le président, par le courage, l'ingéniosité, l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Voilà un peu détaillé le plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes. Est-ce que le professeur Kanko considère cette annonce comme l'annonce majeure pour les jeunes qui ont quand même manifesté leur mécontentement, qui ne sont pas allés abondamment voter, on l'a vu au niveau de l'abstention? Est-ce que ceci peut concourir justement à satisfaire cette jeunesse qui demande? Oui, je crois que non seulement ça peut contribuer à satisfaire cette jeunesse qui demande, mais à augmenter, n'est-ce pas, sur cette réalisation, d'autres réalisations du chef de l'État. Vous savez, par rapport à cette jeunesse, il y a quand même eu de gros investissements en matière d'éducation. Quand je vois la construction, comme l'a relevé le jeune Mohamed Ali. Voilà, des universités de Bertois, de Garoua, et même des boulevards qui sont en train d'être achevés. C'est quelque chose de très important pour cette jeunesse. Donc si, au-delà de ces investissements en matière d'éducation, au-delà de la professionnalisation des enseignements, au niveau des lycées et même au niveau des universités, comme l'a relevé le chef de l'État, alors ça sera quelque chose de très très satisfaisant, je crois, pour cette jeunesse. Parce que s'il y a un problème aujourd'hui, c'est le problème de l'emploi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. On a parlé du plan triennal spécial jeune, pour lequel le chef de l'État, depuis 2016, avait mis, je crois, une somme de 102 milliards. Et aujourd'hui, on se rend compte, un peu comme ils ont relevé, les responsables de ce projet ont dépensé jusqu'aujourd'hui, je crois, seulement 27 milliards. Et ce n'est pas suffisant. Donc il faudrait aller au-delà pour satisfaire un bon nombre de jeunes par rapport à cela. Et puis, vous savez, ce plan devait permettre aux jeunes non seulement de créer leurs propres entreprises, mais de recruter d'autres jeunes à la recherche d'emploi. Donc moi je crois que le plan spécial de promotion des entreprises par rapport à la jeunesse, n'est-ce pas, c'est un programme qui intéresse au plus haut point ces jeunes. Parce que quand moi je posais souvent les questions à mes collègues députés qui viennent du Grand Nord, de la Damawa, qui viennent du Nord et même de l'extrême Nord, ils me disent que les problèmes réels de ces trois régions, c'est le chômage des jeunes. Ça veut dire que si on prend ce chômage à bras le corps, comme le chef de l'État est en train de le faire, ça va réduire le chômage et permettre à ces jeunes d'aimer davantage, comme l'a relevé Mohamed, n'est-ce pas, le chef de l'État, de façon assez concrète. Il est peut-être amené à aller voter à l'occasion des prochains scrutins, je dirais, présidentiels. Ils seront plus nombreux s'ils trouvent leur compte, justement, dans la création d'emplois, dans la création d'entreprises et même dans le recrutement d'autres jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, mais il s'agit de créer les emplois, n'est-ce pas, pour d'autres jeunes aussi. C'est-à-dire les jeunes qui créent les emplois pour d'autres jeunes. C'est quelque chose de formidable. Et au-delà des jeunes, vous avez oublié que le chef de l'État a aussi insisté sur les femmes. Sur les femmes, oui. Oui, il a parlé des femmes. Et en parlant des femmes, le chef de l'État a parlé de la responsabilisation accrue des femmes dans le secteur privé et dans le secteur public. Et moi, j'ai été député entre 2013 et 2020. Je peux vous dire que au cours de cette 9e législature, il y avait 46 femmes députées à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'elles sont au nombre de presque 54 ou 56 femmes députées à l'Assemblée nationale. Et il faut savoir que dans une circonscription électorale... Les deux chambres, hein, pas oui, voilà, il y a les femmes sénatrices et les femmes présidentes de commission. Vous voyez, le chef de l'État fait beaucoup pour ces femmes-là. Et il voudrait, pour ceux qui ont lu la profession de foi, renforcer la législation, n'est-ce pas, sur les violences faites aux femmes. Dans notre pays, vous savez, il y a des femmes abandonnées, il y a des veuves, et il voudrait faire un effort pour que ces veuves et ces femmes abandonnées sachent qu'il y a un chef, n'est-ce pas, qui les protège et qui a travaillé, n'est-ce pas, à renforcer la législation en matière de leur protection. Et là, c'est pour les femmes, toujours pour les femmes, je crois qu'il y a la finalisation
du code de famille, du code de la famille. Mais ça fait une vingtaine d'années, on attend ce code. Oui, c'est ça, ce code de la famille est en pleine gestation. Et je crois que... C'est compliqué, ça. Je crois qu'il est en pleine gestation et je crois qu'au cours de ce septennat, ce code de la famille, n'est-ce pas, verra le jour. Moi, je suis presque sûr. Ensuite, le chef de l'État a parlé de la réforme de l'État, parce qu'il faut évoquer ça. Alors, nous avons une constitution, une loi fondamentale qui régit notre pays, mais au niveau de cette réforme de l'État, il y a plein de choses, n'est-ce pas, qui pourraient arriver, notamment dans le processus électoral. On pourrait parler du nombre limité de mandats à la tête de l'État, par exemple, c'est-à-dire au lieu du nombre illimité, on dit un candidat à l'élection présidentielle peut être élu pour une période de 7 ans, peut-être renouvelable une fois. Bon, on peut également parler, n'est-ce pas, du mode de scrutin, c'est-à-dire le scrutin majoritaire à 2 tours, qui peut également caractériser, n'est-ce pas, le scrutin présidentiel ou encore d'autres scrutins. Voilà un ensemble de réformes comme ça qui peuvent arriver et booster un peu ce que le chef de l'État a appelé dans son discours inaugural, n'est-ce pas, réforme de l'État. En tout cas, il y a tellement de choses, n'est-ce pas, qu'on peut faire pour moderniser l'État, surtout qu'il a parlé de ces réformes par rapport à l'adaptation de l'État camerounais, n'est-ce pas, à son environnement. L'adaptation de l'État camerounais à son environnement. Dans ces réformes-là, on est engagé justement dans la décentralisation depuis quelques années maintenant. Est-ce qu'à dire qu'il est en train de lire une insatisfaction dans la mise en œuvre de cette décentralisation? Bon, il y a la décentralisation, mais vous savez très bien que au-delà du transfert des ressources et des compétences au niveau des régions, au niveau des communes, on voudrait, n'est-ce pas, que ce transfert soit finalisé au niveau de tous les ministères. Parce que le jour où ce transfert va être au grand complet, les communes et les régions, n'est-ce pas, vont être plus opérationnelles. Parce qu'en matière d'éducation, nous savons que les régions, n'est-ce pas, ont la possibilité de construire, n'est-ce pas, des écoles. Mais le jour où les régions auront la possibilité de recruter les enseignants et de les payer, n'est-ce pas, ce sera une grande révolution en matière de décentralisation. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui nous allons progressivement. Vous voyez, la décentralisation, c'est progressivement qu'on avance. Et puis, il y a un article... Mais progressivement, depuis 1996, quand même. Il y a un article dans cette Constitution qui parle du principe de progressivité, vous le savez très bien. Et je crois qu'en dehors, de la région qui vient d'être opérationnalisée, je ne sais pas s'il y a encore une institution, n'est-ce pas, qui existe dans la Constitution de 1996 qui n'a pas été mise en application. Donc, progressivement, depuis 1996, il y a plein de choses qui ont été faites en matière d'évolution institutionnelle. D'accord. Et le chef de l'État, je voudrais quand même dire cela, il a remercié les pays amis qui poursuivent ceux qui financent le terrorisme, n'est-ce pas, au Cameroun à partir de leur pays, de leur territoire. Et quand il a parlé de ces pays amis, j'ai pensé aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, qui engagent des procédures justement contre ceux qui financent le terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est quelque chose à saluer et c'est fondamental. Alors, on va revenir là-dessus. Le chef d'État a également félicité les CAM, n'est-ce pas, on reviendra là-dessus. À la façon dont il a organisé, n'est-ce pas, cette élection présidentielle et à la façon dont il organise d'autres scrutins dans notre pays depuis sa création. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé, Dieudonné depuis Yagua. Soyez modeste, un discours reste un discours. Il n'aura véritablement rien de nouveau. On peut rester comme Thomas pour y voir et pour croire. Merci et bonne émission à vous. Merci à vous du côté de Yagua. Vous allez réagir tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir le panel. Je suis Monsieur Janvier Kadake, entrepreneur agropastoral en service à l'antenne régionale de l'Observatoire national de la jeunesse. Pour le Nord, je suis entièrement avec ce brillant jeune sur le plateau. Il parle pertinemment de la situation de financement des jeunes. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui que tant qu'on ne décentralise pas les choses, nous resterons dans la même situation car le chef de l'État peut débloquer le fonds, mais l'implémentation est un véritable calvaire car c'est par affinité qu'on finance un jeune parce qu'on va revenir soutirer un pourcentage et non par mérite. C'est un jeune entrepreneur qui connaît bien la situation sur le terrain qui s'exprime. Tu as pris ton jeune là où il aime bien seul
le discours là, vous n'avez pas signé votre message. Engagez-vous aussi en signant votre message. Bonsoir à tout le plateau. Je retiens du discours d'investiture du nouveau président qu'il est politiquement correct. Il dit des choses pour arrondir les angles. J'ai eu surtout l'impression d'un discours de campagne. S'il s'était prêté au jeu des échanges pendant l'élection, il aurait pu avoir une idée plus claire de cette jeunesse qu'il semble aimer. Je pense aussi qu'il informe le communiqué. Il pense aussi qu'il informe, ne communique pas réellement. Il lit un discours et chacun imagine ce qu'il veut. Donald depuis Nkwaban, ils sont nombreux qui réagissent. Bonsoir tout le plateau. Je retiens du discours d'investiture du président qu'il est politiquement correct. Ça, Donald l'a déjà dit, il l'a envoyé plusieurs fois. Donald, on a lu ton message, hein, t'en fais pas. Il est déjà passé. Abdoulaye, bonsoir à vous. Ce mandat est un mandat de la honte. Abdoulaye, l'élection est passée maintenant. On ne sait plus comment, là où on va inscrire cela. Le concours de l'école normale supérieure était fermé grâce aux auditeurs libres. Toute classe sociale peut accéder à l'école normale supérieure. Pour cela, ne serait-il pas possible de parler plutôt de l'intégration des enseignants formés, en finir avec eux avant de revenir sur le concours direct? Il faut rappeler qu'au président de la République, qu'il y a des enseignants formés dans les écoles normales supérieures et qui attendent sur le terrain la possibilité d'être intégrés. Ça aussi, c'est une réalité. Bonsoir. Moi, particulièrement, j'ai aimé le discours du chef de l'État, mais ce que le jeune Camerounais attend de particulier, en premier, c'est de procéder à un remaniement ministériel pas de réaménagement. Marcel, depuis Kribi, qui attend un véritable coup de balai au niveau du gouvernement et qui est un peu d'accord avec Farrell sur ce point-là. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir Ali. Les propos du président de la République à l'encontre des jeunes est une fois de plus une façon de reconnaître qu'il y a une jeunesse qui est au chômage qualifié et est quelque part dessus de certaines promesses, notamment le plan triennal jeune. La matérialisation des anciennes promesses sur le terrain devient un ping-pong. Bref, c'est très difficile et trop de corruption encore. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Ngale, depuis l'arrondissement de Ndian, qui envoie ce message-là. Accueillons Eugène Yambal, économiste, qui a fait beau jour, entre guillemets, le Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. Bonsoir et bienvenue, Eugène. Bonsoir, Jean-Jacques. Vous avez suivi également le discours inaugural du président Paul Biya? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez retenu? Très bien. Merci de me passer la parole. Alors, j'ai retenu que le chef de l'État a promis de mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes qui touchent à la vie quotidienne des Camerounais, et des jeunes et des femmes, dont il a parlé de la nécessité de mettre en œuvre des réformes institutionnelles au niveau de la gestion de l'État, de mettre l'accent sur les jeunes et les femmes, également de réactiver les concours au niveau... L'école normale supérieure, par exemple. Oui. Et puis, on sort d'une élection, et pour moi, la priorité en ce moment, c'est de préserver la paix, la cohésion nationale et l'unité nationale. Maintenant, pour revenir au discours du chef de l'État, je pense que ça touche au problème des Camerounais. Mais le problème qu'on a toujours eu, c'est le passage entre la vision, l'expression des idées et puis leur mise en œuvre. Justement, lorsque vous entriez dans le studio, on parlait de cette annonce, la mise en place d'un plan spécial de promotion de l'emploi jeune, et que les uns et les autres parlaient justement de ce décalage entre l'annonce, la vision et la matérialisation. Tout à fait. On a eu plusieurs plans dans différents domaines dans notre pays, et malheureusement, à ce jour, la plupart n'ont pas abouti. Du fait que, je dis une fois de plus, on a du mal... La bonne gouvernance, c'est de travailler à partir d'une vision claire, d'identifier les projets qui peuvent avoir de l'impact, et aussi de choisir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, et faire une bonne allocation des ressources, et ensuite sanctionner et contrôler. J'espère que sous le septennat qui s'annonce, on mettra l'accent sur un retour à ce mode de gouvernance
qui pourrait permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Vous dites un retour parce que vous avez l'impression, vous dites que ce mode de gouvernance-là, sanctionné, contrôlé, le suivi a manqué avec l'ensemble des programmes et des projets initiés par le chef de l'État. Je pense que c'est ce dont on a souffert au cours de ces dernières décennies. Vous savez, on a par exemple le plan, la SND 30, oui, qui est là. Et à partir, elle a essayé de dire que le Cameroun deviendra un pays industrialisé dans un horizon de 25 ans, qu'on va réduire la pauvreté et qu'il y aura une croissance soutenue de 7%. Mais quand on regarde la mise en œuvre, le programme n'a pas été suffisamment bien conçu. Les exemples que j'ai vus, par exemple, dans les pays comme le Rwanda, c'est qu'une fois qu'on a fixé cette boussole, dans tous les différents secteurs, on met en place des politiques et des stratégies sectorielles. Par exemple, on se dit pour arriver à la vision 2030, quelles sont les industries sur lesquelles on va s'appuyer, quels sont les besoins, les implications en termes de réforme au niveau des ressources humaines de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures et au niveau même des exportations. Quand on a tout ce tableau, on se demande maintenant comment on met en œuvre, avec quels hommes et quelles ressources. C'est là que, par exemple, on peut faire des plans quinquennaux et on les décline en budget annuel, c'est-à-dire en clair, le budget de tous les ans du Cameroun devrait viser la mise en œuvre de l'objectif du plan 2030. Oui. Et par rapport à ça, mettre en place des mécanismes de coordination et puis de sanctions par rapport aux résultats. Bon, on n'a pas eu ce type de mécanique dans notre pays. Et surtout que depuis que nous sommes retournés dans l'ajustement structurel avec le FMI, l'objectif des programmes ne cadre pas forcément avec nos objectifs de développement dans le cadre de la vision 2030. Je prends un exemple simple. Lorsque le FMI arrive dans un pays, il veut amener le pays à faire des réformes pour dégager un surplus, pour rembourser la dette extérieure. Donc, et c'est des programmes à court terme, ce n'est pas des programmes de développement. C'est même inscrit dans la charte du FMI. Il n'y a que les Africains qui ne veulent pas voir ce qu'il y a dedans. Donc quand ils arrivent, ils veulent, par rapport à ça, en termes de politique économique, on augmente les recettes, les taxes, on augmente les taxes, et puis on baisse les dépenses. Quand on augmente les taxes, on augmente la pression fiscale. Et quand vous avez les mêmes entreprises qui payent les taxes, finalement, elles n'investissent plus dans le secteur économique, elles ne créent plus d'emplois. On se retrouve dans une dynamique telle que celle de la Grèce, où au fur et à mesure que vous avez les programmes, vous êtes en train de tuer votre tissu économique. Et de l'autre côté, au niveau de la dépense, si ce n'est pas maîtrisé, vous faites des programmes pour rien. Bon, c'est le cas du Cameroun. Bon, pour parler concrètement, par exemple, quand le FMI demande d'augmenter les impôts et taxes, de l'autre côté, si vous voulez faire de l'impôt substitution, soutenir vos industries, vous avez besoin d'accorder des exonérations fiscales, soutenir les secteurs prioritaires. C'est incompatible avec les politiques consistant à augmenter les impôts et taxes pour payer la dette extérieure. Bon. Voilà, justement, après cette lecture-là, oui. je rappelle qu'on a une émission à faire dans 2 semaines sur l'aspect économique du nouveau septennat, les rapports avec le Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, la fiscalité et autres. Mais sur le plan fiscal, le chef de l'État annonce quand même que des facilités vont être accordées aux jeunes entrepreneurs qui vont s'engager, mais la condition étant de recruter les jeunes. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un jeune de mettre en place une structure, une entreprise? Et ce n'est pas que les jeunes. Je pense que le Cameroun n'a pas modernisé le dispositif institutionnel au niveau de l'environnement des affaires. Au niveau, par exemple, l'État reste une machine lourde qui fonctionne encore de manière manuelle alors qu'on a une révolution digitale. On a un État qui est centralisé. Et à mon niveau, j'ai vu qu'il y a des réformes, par exemple, que j'ai aidé à mettre en place dans des pays comme le Sénégal il y a 25 ans, qui ne sont pas encore mises en œuvre ici. Par exemple, au niveau du guichet unique des entreprises, qui demeure une conditionnalité du FMI, ça c'est des réformes que j'ai mises en place au Sénégal il y a 25 ans. Et ici, on tâtonne encore. Maintenant, de manière générale, est-ce qu'il est facile aux jeunes? Non.
Et le dispositif qu'on a ici pour appuyer les jeunes, à mon avis, il n'est pas adapté, il est trop lourd. Comment on fait pour promouvoir l'emploi des jeunes? Ce n'est pas en mettant en place des institutions spécialisées. On a le Fonds national sur l'emploi. Bon, c'est un peu le modèle à la française. Mais quand vous voyez comment les pays asiatiques et les pays anglo-saxons fonctionnent, pour promouvoir la croissance, on doit, dans les politiques économiques, dans la gestion du budget, dans la gestion macroéconomique, dans l'éducation, s'assurer par exemple qu'il y a une adéquation entre les besoins de l'économie et la formation qu'on donne à nos jeunes. On a besoin de savoir qu'au niveau de l'investissement public, on soutient des secteurs prioritaires. Par exemple, si on veut relancer l'agriculture, il faut un programme fort et cohérent pour soutenir. Et de l'autre côté, s'assurer qu'au niveau de la main-d'œuvre, de la formation, même de l'encadrement de nos agriculteurs, on peut le faire. On met en place, par exemple, on a des faiblesses aujourd'hui. L'agriculture camerounaise s'est effondrée, l'industrie également. Et s'il faut relancer ces secteurs, il faut retravailler sur les chaînes organiser les chaînes de valeur. Et on se rend compte que dans la plupart de nos campagnes, les gens produisent souvent, mais comme il n'y a pas de route, il n'y a pas de mécanisme de conservation de produits, il n'y a même pas d'acheteur final. Oui. Les gens se découragent, la production, et on n'arrive pas à organiser nos paysans en coopérative, on n'arrive pas à travailler sur les chaînes de valeur, et on arrive dans une situation où, contrairement aux pays développés, où la consommation des centres urbains soutient la croissance dans les zones rurales par la transformation des produits. Nous, on est dans une situation où, vous voyez de grandes villes comme Douala et Yaoundé, quand nous consommons ici, au lieu d'injecter du pouvoir d'achat dans nos campagnes, on envoie notre pouvoir d'achat vers l'Union européenne, vers les pays asiatiques. Je vais vous prendre un exemple simple pour montrer que, par exemple, le Cameroun importe quasiment tout ce qu'il consomme. Le riz, près de 200 milliards. Le blé, plus de 175 milliards. Le poisson, le poisson, l'huile de palme, il nous faut mettre en œuvre, dans la logique définie par le chef de l'État, il nous faut mettre en œuvre des politiques fortes pour réduire cette dépendance de l'extérieur et organiser notre économie pour retrouver une souveraineté agricole, au niveau industriel aussi. Au niveau des services aussi, on est très en retard. L'essentiel des services au Cameroun, c'est dans l'informel. Donc il y a tout ce travail à faire. Et j'ai vu des pays où, avec l'aide des bailleurs de fonds, on a mis en place des programmes spécifiques d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour moi, ce sont les segments les plus importants de notre pays. Si vous soutenez les jeunes, les femmes dans une économie, ça permet de ramener le dynamisme, de distribuer du pouvoir d'achat. Donc, en un mot, oui pour les objectifs, mais on doit sortir de la logique où les politiques des jeunes étaient un appendice de la politique économique. Il faut mettre ça au cœur des politiques économiques et sociales du Cameroun. D'accord. Le modèle du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, lorsqu'on évoque, les gens ont à souvenir justement les autres plans et les autres programmes. Est-ce qu'on n'a pas cherché dans l'innovation? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'enfermer dans des modèles qui n'ont pas prospéré jusqu'à présent? Il faut Jean-Jacques Zé, oui, nous disons merci au chef de l'État pour cette annonce, nous les jeunes, mais il faut dire que pour implémenter cette annonce du chef de l'État, il va falloir combattre un fléau, la corruption. Il a dit, en un mot dans le discours, oui. Il va falloir combattre la corruption. Parce que mon frère a parlé tout à l'heure du concours, l'accès au concours, l'école normale supérieure. Il a évoqué un problème, c'est lui comment je vais dire ça, le népotisme qui existe souvent dans le cadre de ces concours-là, où on accorde des privilèges à certaines familles et pas à d'autres. Il y a également que, est-ce que ceux qui sont là vont donner la possibilité à tout le monde, n'est-ce pas, d'avoir accès
à ce concours-là. Maintenant, les entreprises, au-delà des facilités qu'on va accorder à ces entreprises-là, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre aux jeunes opérateurs économiques de pouvoir bénéficier du soutien de l'État? Et comment est-ce que ça peut se passer? Voyez-vous, Jean-Jacques, vous levez pour créer une entreprise parce que vous voulez employer des jeunes Camerounais. Maintenant, vous avez besoin du soutien de l'État. Vous passez par quelle institution? Étant donné que par le passé, on a souvent vu certains opérateurs économiques solliciter l'appui de l'État et qu'à la fin, qu'on dise que soit les caisses sont vides, soit on impose, n'est-ce pas, des rétrocommissions à ces opérateurs économiques-là. Ce sont des choses en réalité qui sont de nature à décourager ceux qui ont la volonté, n'est-ce pas, de recruter la main-d'œuvre locale, de recruter les jeunes Camerounais. J'ai évoqué tout à l'heure le problème de la corruption. Il y a également que il va falloir que le chef de l'État puisse véritablement nommer des jeunes à certains postes de responsabilité pour permettre à d'autres jeunes de pouvoir bénéficier de l'appui de l'État. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, les jeunes, du moins c'est des jeunes que nous rencontrons au quotidien, disent qu'ils en ont marre de voir les mêmes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui vont créer des entreprises au quartier et disent à leurs frères d'introduire les demandes d'appui de l'État et puis par derrière repartent récupérer cet argent. Ce sont des choses en réalité qui frustrent les jeunes, qui frustrent les Camerounais. Et vous voyez aujourd'hui, certains Camerounais vous disent qu'ils en ont marre, qu'ils veulent que le chef de l'État se débarrasse de certaines personnes. Et évidemment, il va falloir que le chef de l'État écoute aussi ceux qui, n'est-ce pas, posent ce type de revendication. Il va falloir également, puisque le chef de l'État ne connaît pas tout le monde, il ne connaît pas tout le monde et forcément, il va falloir qu'il passe par son entourage, ceux qui sont autour de lui. Justement cet entourage, et la conséquence, donc, c'est qu'il a pu écouter à travers les consultations qui ont été organisées à la présidence de la République. Peut-on faire confiance en termes d'écoute, en termes de la remontée de bonnes informations à ce qu'on a vu avant l'élection organisée par le SGPA? Nous comptons sur l'ouverture d'esprit du chef de l'État. Nous comptons sur sa lucidité. Nous comptons sur sa bonne foi. Parce qu'il peut advenir que le chef de l'État, dans le cadre de ces consultations-là, est-ce que le chef de l'État reçoit un compte rendu fiable, oui, de ce qui a été dit au cours des consultations? Est-ce que ce n'est pas un rapport biaisé? Alors, il n'a plus la capacité aujourd'hui de faire des contre-expertises. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui lui a été proposé venant des consultations, il peut commettre également d'autres personnes pour mener des investigations, pour mener des consultations, de manière à faire opposer les deux travaux et de dégager, n'est-ce pas, quelque chose qui peut satisfaire véritablement tout le monde. Moi, je pense que c'est une très bonne idée pour le chef de l'État d'encourager les jeunes Camerounais à créer des entreprises. Maintenant, il va falloir non seulement combattre la corruption, heureusement qu'il l'a évoqué dans son discours inaugural, et également, il va falloir que, parce que la priorité ici, Jean-Jacques Zé, c'est le remaniement ministériel. Avant toute chose, il va falloir que le chef de l'État remanie. On ne veut pas le réajustement, on veut le remaniement. C'est ce remaniement-là qui va permettre de voir si véritablement on peut affronter l'avenir avec certitude. Parce que, voyez-vous, il y a des gens aujourd'hui qu'on ne veut pas. Vous l'avez dit. J'ai peur que vous commenciez à citer les noms. Alors, non, vous avez parlé, Jeanne, tout à l'heure. Bertin, sur l'écoute, le président dit qu'il va fonder justement sa politique pour ce septennat sur ces consultations-là. Parce qu'à travers les consultations, il a pu écouter les besoins des populations. Est-ce que ces consultations-là peuvent être un socle fiable, une base fiable pour engager un travail? Quand on peut interroger les rapports, est-ce qu'ils sont fidèles? Quand on peut interroger également le casting des consultés, est-ce qu'on peut se baser sur ce qu'on a vu au palais pour conclure qu'on sait désormais quelles sont les frustrations réelles des Camerounais? Jean-Jacques, il y a quelque chose que nous devons noter. Le Cameroun est détruit avec les tendances. Ça fait que personne ne sort de nulle part. C'est-à-dire que toute personne qui arrive quelque part est côtoyée par X ou Y. Charles Teba, il avait parlé d'un pays des liens.
Oui. Des tendances, des réseaux et de tout ce que nous connaissons. Oui. Et je pense que c'est dans ce sens que le chef de l'État a un sérieux problème. J'avais aimé le geste que le ministre Ngal avait fait quand il était arrivé aux enseignements secondaires. C'est débarrasser des gens qui étaient là-bas à l'intérieur du ministère. Il les a envoyés loin, que partout aussi travailler là où les autres sont. Il a fait venir de nouvelles personnes. Et je suis sûr que quand on vous prend de cette façon, Jean-Jacques, vous êtes contraint de travailler. Parce que vous avez vu comment une grosse tête est tombée. Il y a des gens, que ce soit au cabinet, au secrétariat, au premier ministère, même à l'Assemblée, partout, qui savent que tant que Jean-Jacques est là, versez-moi l'eau. Il y a un célèbre maire qui ça ne va pas me toucher. Un célèbre maire par l'eau de Yaoundé. Oui. Tant que il a même si vous faites comment, je pense que la chose la plus difficile pour le chef de l'État, c'est qu'il y a eu des formations des réseaux qui sont devenus vraiment des carcasses dures. Il le connaît. Et comme il a dit cet après-midi, aujourd'hui, en mettant un accent au niveau de la corruption, il faut qu'avant qu'il ne fasse le remaniement, qu'il prenne d'abord certains dossiers qui doivent être quelque part, il les envoie d'abord là où il faut. Là maintenant, il aura le temps de trouver les vides et d'aller piquer les gens n'importe où pour servir le Cameroun. Jean-Jacques, je suis certain que le problème du Cameroun n'est pas seul au niveau intellectuel, c'est la rigueur, la mise en application. Au point où, si vous ne le faites pas, vous devez être conscient de ce qui va vous arriver. La rigueur dans la gestion. La rigueur dans la gestion. La moralisation des biens. C'est dans ce sens que le Cameroun va se régresser. Et si le président de la République va dans ce sens-là, il n'aura pas 4 ans pour régler un certain nombre de choses. Ce qui ne sera pas facile, moi vous avez défini. Ça ne sera pas facile, je continue en disant que... Le tâche de tous ces réseaux-là. Monsieur Gilbert Tchimevouna, je le cite parce que quand quelqu'un fait du bien, il y a lieu de prendre cet exemple, même si c'est qui. Lorsqu'il est venu à Yaoundé, il y avait des mythes, des gens qui sont passés avant lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La rigueur. Les gens voulaient bavarder, il a dit que bon, moi je vais marcher avec le cercueil. La personne qui veut me tuer, il me met une fois dans le cercueil. Au bout d'un certain temps, il a posé la question aux gens pour savoir, est-ce que vous voyez encore tous ces gens-là au bord de la route? Il a été très sincère. Donc, le chef de l'État, pendant ce mandat, il se doit de se débarrasser des gens qui savent que tant qu'il est encore là, ils sont à l'abri du danger. D'accord. Mohamed Ali, il dit et il a cité ces consultations qui ont eu lieu à la présidence de la République, comme lui ayant donné quelques informations, et que ça pourrait être une base de travail pour comprendre les besoins, les revendications des Camerounais. Est-ce que dans une république, des réseaux, des clans, tels qu'indiqué par Bertrand tout à l'heure, il ne part pas sur une mauvaise base? Jean-Jacques Zé, le président ne part pas sur une mauvaise base. Ce n'est pas le militant qui parle, mais le jeune. En tant qu'étudiant en journalisme, je pourrais vous dire que les faits, c'est les faits. Il y a eu les consultations, mais il y a eu les élections. Et qui a été consulté? Et nous avons vu les résultats. Oui. Quand vous étiez habitué à gagner avec 72%, 82%, et que vous êtes à 53%, je pense que le message est clair. Nous devons, nous qui pensons aimer le président, nous mettre au travail. Et là, je parle de ses collaborateurs. Les consultations ont eu lieu. Le résultat sûrement est sur la table du président. Mais le président de la République a vu les résultats des élections. Parce qu'au sortir de ces consultations, les gens ont donné... Certains disent, ouais, tout est bien, tout va pour le mieux. Ceux qui étaient militants disaient qu'on va gagner, il n'y a pas de problème. Et le résultat est là. Moi, je pense qu'il faut plus travailler avec le résultat du terrain. Parce que le résultat du terrain, c'est le résultat du terrain. Moi qui suis militant du RDPC, si avant les élections, vous m'auriez dit que nous allons gagner avec 53%, je vous aurais dit non. Parce que je sais que le RDPC, c'est un parti qui est implanté partout. Mais le peuple a envoyé un message. Le message, c'est quoi? Il faut désormais faire différemment. Je vous ai parlé tout à l'heure des lourdeurs administratives, Jean-Jacques. Comment fait-on pour voter la loi
le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées en 2019, précisément la loi du 24 décembre 2019, et qu'on se retrouve en 2025, pratiquement en décembre, et on vous dit qu'on attend les décrets d'application. Mais bon Dieu, ces décrets d'application vont venir du ciel, que les ministres en charge, et ça c'est le jeune, l'enfant qui parle à ses parents, que des hommes qui sont en charge de ces dossiers les liquident. La fonction publique locale, Jean-Jacques, on attend le décret d'application. Non, je suis en train de dire ceci, que ceux qui sont en charge de certains dossiers, je prends les cas les plus simples. Comment peut-on promouvoir le développement, la décentralisation et avoir encore les agents communaux qui cumulent comme à Yokadouma, on parle de 17 mois. Bon, après, quand on fait l'exploit de payer 2 mois, on célèbre ça dans les réseaux sociaux. Mais Jean-Jacques Zé, on doit pousser un peu plus loin. Nous, les jeunes, ce que nous voulons, la politique des hommes qui a été consultée, qui n'a pas été consultée, je peux vous dire que la jeunesse n'a même pas besoin de certaines informations. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est une mutation des institutions. Le Fonds national de l'emploi, Jean-Jacques, en parlons. Le Fonds national de l'emploi est incapable de faire passer les communiqués dans les radios communautaires pour dire même que voici l'offre d'emploi. C'est-à-dire, si vous êtes à Yokadouma et que vous devez payer le transport Salapumbe pour venir à Bertoua regarder l'offre d'emploi, mais ça veut dire que pour venir lire au Babia, parfois même vous pouvez arriver après. Que ces institutions se mettent au service de la jeunesse. Que le Fonds national de l'emploi devienne le Fonds régional de l'emploi. Dans chaque région, que le président du conseil régional crée le Fonds régional de l'emploi. Que cette institution qui est là en haut peut être une institution d'orientation stratégique. Au niveau des mairies, Jean-Jacques, si on dit par exemple qu'on veut seulement construire les maisons, on peut faire des briques de terre. Comme nous on construit dans nos villages, on recrute 10 jeunes, on met à leur disposition une machine et la machine produit de l'argent, les populations déboursent un peu d'argent pour avoir des briques pour construire des maisons. Ça crée des emplois. Mais quand Jean-Jacques Zé, parce que la décentralisation, moi je me fais l'avocat de la décentralisation. Le chef de l'État dit que le développement passera par la décentralisation. Et moi j'y crois. Pourquoi je viendrais faire l'ENAM si je peux me faire recruter comme dans une mairie au terme de ma formation? Je n'ai pas besoin d'aller... C'est plus pragmatique. Jean-Jacques, je termine rapidement en disant que les décrets d'application qu'on attend pendant 5 ans, sincèrement, ça n'aide pas la jeunesse. Lorsqu'on crée un fonds, on dit aider la jeunesse, que l'élite, les ministres qui sont en charge de ces dossiers, donne ses agents aux vrais jeunes, pas les jeunes préfabriqués, parce qu'on est dans un pays où les gens sont très forts, ingénieux, et ils fabriquent des jeunes à qui ils donnent. Quand on vous dit comment l'élection au niveau du Conseil national de la communication se passe, Jean-Jacques, parfois vous avez des jeunes préfabriqués, vous regardez un profil, Jean-Jacques, vous vous demandez si celui-ci, en tant que président régional ou départemental, qu'est-ce qu'il va dire comme proposition? Ils se réunissent à Yaoundé, on leur donne un petit budget, ils rentrent. Et il n'aide pas à la fin le chef de l'État qui nous aime, nous les jeunes, et à un moment donné déconnecté de sa jeunesse à travers. Nous aimons notre président et nous voulons simplement que ses collaborateurs nous impliquent. S'ils ont besoin des idées, nous les jeunes, nous sommes là. Jean-Jacques, seulement à travers même la vente du crédit de communication, Jean-Jacques, les familles vivent, non? Pourquoi donc on est incapable dans un pays comme le Cameroun d'avoir des idées pour cadrer les jeunes? Si on vous dit par exemple, Jean-Jacques, je prends un exemple simple. On va sortir par là. Une entreprise de presse qui fonctionne normalement, une radio communautaire. Si vous avez une radio communautaire, vous pensez que si quelqu'un est bien payé, il va aller chercher à travailler à France 24? Je ne pense pas. C'est clair. Alors, il dit que dans le cadre de ce septennat, il va très rapidement mettre en place des mécanismes d'accélération des projets en cours. Il parle de l'électricité, notamment les barrages hydroélectriques. Il parle des routes. Il parle également de la santé. On a ce problème d'électricité jusqu'à présent. Et là, on parle d'accélération des projets. Nachigal et autres. On ne voit pas déjà les premiers résultats de ces premières infrastructures. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle maintenant ou... Allons-y en 3 minutes. L'essentiel. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur le domaine de l'énergie, mais le modèle qu'on a aujourd'hui, il parle d'accélération. On se rend bien compte dans cette accélération, on reste avec le même modèle de barrage hydroélectrique. Le cas le plus interrogateur reste Nachigal. Tout à fait. Permettez-moi de revenir sur la question posée par les jeunes
sur le fait qu'ils doutent du dispositif actuel mis en place pour soutenir les jeunes, parce que ce n'est pas assez transparent, ce n'est pas assez efficace. Oui. Ce que je peux leur dire, c'est que très rapidement, on l'a fait dans les autres pays comme le Rwanda, un peu partout, on peut aider à mettre en place un projet sur 5 ans avec des ressources qui va appuyer les jeunes de manière transparente, l'entrepreneuriat, on les met ensemble, on les aide à mettre en place des outils de gestion. Et si, par exemple, l'État a une politique volontariste, par exemple, pour appuyer les jeunes et les femmes qui veulent accéder, par exemple, à la commande publique, on les accompagne à gérer une entreprise. Et on a des objectifs. On peut se dire, à la fin du programme, on veut toucher 500 000 jeunes. Et ça, on l'a déjà fait. Je l'ai fait personnellement auparavant. Donc, on peut aider notre pays à obtenir ce type de programme. Et la faiblesse qu'on a dans notre dispositif actuel, c'est qu'on va souvent avec les ressources budgétaires, les ressources propres qui sont assez limitées, qui font que souvent on met de l'argent dans les frais de fonctionnement, mais concrètement pour soutenir les jeunes, il n'y a pas assez de ressources et il manque de transparence dans le processus. On peut essayer d'allier les ressources du pays et puis le savoir-faire et les ressources des bailleurs. Ça peut se faire. Maintenant, pour revenir au secteur de l'électricité, c'est un obstacle majeur au développement de notre pays. Bon, il y a plusieurs contraintes. Vous avez parlé de Nachtigal. C'était un projet qui était censé nous apporter une nouvelle capacité de 420 MW. Bon, lorsque je regarde le montage de ce projet, qui a été développé en PPP, il y a quelques soucis. Ça n'a pas été monté comme ça aurait dû être fait. Pourquoi? Ne soyez pas rabat-joie. On a célébré. Pourquoi donc? On a célébré quand même Nachtigal. Pour plusieurs raisons. On a pris un barrage de 420 MW qui a coûté 1,2 milliard de dollars. Et on a fait un PPP avec un schéma où on finance par actionnariat. Et puis, c'est une infime partie. Et puis, le gros du financement est fait par l'endettement, par la dette. Alors, chaque organisme et l'État, chacun vient avoir une petite part dans le capital. Sachant que de l'autre côté, si c'est financé essentiellement par la dette, ça ne va pas tenir. Et on dit que c'est Eneo qui va racheter l'électricité à EDF. Qu'on utilise ou pas, on paye 10 milliards de francs CFA par mois. Or, ça veut dire qu'actuellement, nous sommes déjà en train de payer. Oui, or, quand on regarde... Quand on consomme ou pas. Et j'avais conseillé à l'État camerounais, à l'époque, quand on voulait donner la concession à Eneo, je m'y étais opposé. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bon, on donne à Eneo, mais Eneo n'a pas la ressource depuis qu'il est là depuis 8 ans pour investir lui-même, même dans les lignes de distribution. Il n'a pas de ressources. Et le pire, c'est qu'une fois que l'électricité est produite, il y a une chaîne, il faut transporter. Oui. Ensuite, il faut les lignes de transport qui n'a pas de ressources. Et on a oublié, on n'a pas construit les lignes de transport pour fournir l'électricité. Donc, celui qui devait acheter lui-même, Eneo, il a des dettes de près de 800 milliards de francs CFA. Donc, il n'a pas la capacité financière d'acheter la production électrique d'EDF. Et l'État a donné une garantie en disant, si Eneo est défaillant, nous, on paye. Or, deux vrais problèmes. Un, Eneo n'a pas la capacité financière. Deux, on a oublié de construire les lignes. On n'a pas construit les lignes de transport. Donc, si c'est produit, donc ça nous fait une dette supplémentaire de près de 120 milliards par an. Et je rentre d'Éthiopie où ils ont fait un barrage de 5000 MW. Et ils ont fait ça fait 14 ans pour le construire. Oui, sur financement interne. Ils ont dit pas de dette vis-à-vis de l'extérieur. Ils ont mobilisé les ressources internes et celles de la diaspora. 5000 MW, ça a coûté 4,8 milliards de dollars. Et ça va rapporter des bénéfices, des recettes de 1 milliard de dollars à l'État par an. Puisqu'il n'y a pas de dette à payer. Oui. Non, c'est qu'ils exportent leur électricité auprès de pays comme le Kenya, la Somalie, la Tanzanie, les pays de la sous-région. Donc, on a travaillé sur tout l'écosystème, construction de barrages, ligne de transport, distribution. Et cette vision holistique
a manqué chez nous et c'est celle qui domine dans la plupart des investissements publics au Cameroun. Il faut travailler sur tout l'écosystème pour voir si c'est rentable ou pas. Donc d'une part, on a le barrage éthiopien qui a coûté 4 fois plus cher, 5000 MW, 4 fois plus cher que notre barrage qui a coûté 1,2 milliard. Mais en termes de production électrique, eux, ils produisent 11,5% de plus que nous. Donc, coût 4 fois de plus, production électrique 11 fois de plus que nous. Vous voyez le déséquilibre. Mais le pire, c'est dans la gestion financière du projet où, chez eux, l'argent public qu'on a mis dans la construction du barrage va rapporter $1 milliard à l'État de manière sur une longue période. Chez nous, ça va générer une dette potentielle de 10 milliards par mois, dans une phase où nous voyons comment notre population souffre, comment les Camerounais sont confrontés à la vie chère, comment il n'y a pas d'infrastructure économique et sociale. Bon, je dis que... en un mot. Et en un mot... c'est quoi? C'est un éléphant blanc. Et en un mot, ça c'est des erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait ne serait-ce que des consultations entre nous. Vous consultez les États, mais vous ne consultez pas l'État. Vous ne conseillez pas l'État du Cameroun. Non, moi, il y a la SFI. Moi, j'étais à la SFI avant. Oui. Il y a les gens de Africa 50. Bon, quand il y a des mécanismes comme ça, j'ai beaucoup travaillé sur les PPP. Même de manière informelle, on peut donner des idées, même si on n'est pas... Bon, malheureusement, on a cette situation. En clair, il faudra restructurer ce projet. Mais de manière plus globale, c'est tout... Restructurer un projet qui nous fait déjà dépenser 10 milliards chaque année. Non, je dis, il faudra... Parce que vu le poids financier qui a été... Oui, il faut corriger. Il faut corriger. Il faut voir ce qu'on peut corriger. Oui, mais au-delà de ça, c'est l'ensemble du secteur de l'électricité qu'il faut complètement réformer. On pourra y revenir. Mon message, pour être simple, c'est que dans tous les services publics comme l'eau, l'électricité, les télécoms, Camrail, les bailleurs de fonds nous ont vendu un modèle qu'on n'arrive pas à gérer et ils n'ont pas fait le service après-vente. Et on a les résultats aujourd'hui. Il nous appartient, si on veut véritablement relancer l'économie du Cameroun, réorganiser complètement ces secteurs pour qu'ils puissent fournir des services à la population qui soient efficaces. Alors le président est sur accélérer les projets en cours. Oui. Vous dites qu'il faut réorganiser, il faut corriger, parce que si on accélère, on ne sait pas ce que sont devenus les Mekines, les Memveleux et conseils jusqu'à présent. Hein. Si je peux me permettre. Rapidement. L'une des faiblesses qu'on a également au Cameroun, c'est au niveau de l'exécution de l'investissement public, la maturation des projets. Là-dedans, on a deux problèmes. C'est que pendant longtemps, on n'a pas suffisamment investi au niveau de la création d'infrastructures. La deuxième chose, quand on investit, on le fait de manière improvisée. Il n'y a pas une maturation. On peut venir, on vous dit non. On vient de rencontrer des Turcs ou des Chinois qui ont telle solution. Ils arrivent, on n'essaie pas de voir si ça s'inscrit dans l'écosystème d'ensemble du projet. On engage des dépenses, in fine, on se rend compte que le projet n'est pas viable. Donc il faut retravailler en amont. Et j'ai vu, il y a des solutions à cela. Quand on a des capacités institutionnelles faibles au niveau de l'ensemble du gouvernement, il faut créer des structures capables de piloter les projets d'investissement. J'ai vu par exemple la Côte d'Ivoire mettre en œuvre ce type de mécanisme où on sait que par exemple les ministères sociaux, ils ont du mal à travailler sur les budgets, sur la finance, les budgets. On a créé un organisme autonome à part où on attire les ingénieurs, des financiers qui sont mieux payés que les gens de la fonction publique. Et ils sont là, même quand il y a de nouveaux ouvrages à construire, c'est eux qui sont les interlocuteurs des étrangers, des entreprises étrangères. Ils font le contrôle qualité et ils aident à contrôler toute la mise en œuvre. Bon, ça, c'est des mécanismes qu'on peut mettre en place ici chez nous. Mais il y a eu un énorme gaspillage de ressources au niveau de l'investissement public. Et l'autre chose, c'est qu'on n'arrive même pas souvent à utiliser toutes les ressources de l'investissement public. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des problèmes, on a des routes, on a des besoins, on approuve des crédits pour le Cameroun,
mais les projets ne décaissent pas. Donc la ressource, elle ne décaisse pas pour créer les infrastructures qu'elle est censée créer. Donc il faut travailler sur toutes ces... D'accord, merci beaucoup Eugène Niambal d'être venu nous donner ces éléments d'information sur le plateau. Bonsoir tout le panel, très bon courage à votre émission qui est Claire Plus Plus. Très beau discours du chef de l'État avec les ambitions de mettre les jeunes et les femmes au top. Vive la République debout, Michel de campagne qui lui est totalement satisfait. Bonsoir Jean-Jacques, le discours du président de la République est relativement acceptable en insistant sur les entreprises et les financements des projets. Il privilégie les entrepreneurs au détriment des jeunes diplômés. On se serait attendu à ce qu'il annonce un recrutement massif sur titre à la fonction publique, comme il avait fait en 2011 avec les 25 000 jeunes. Il est inadmissible que l'État crée des universités et après que les étudiants aient obtenu des licences et masters, ils vous font comprendre qu'il faut entreprendre. Pourquoi n'avait-il pas créé des lycées et collèges agricoles pour éviter cette situation? L'État est le seul responsable. Alors c'est assez long. Merci Zouldé depuis Bertoua pour votre participation aussi. Bonsoir, ainsi qu'à votre panel. Pour ma part, je pense que le président Paul Biya doit son score à 2 partenaires. On va trouver le message actualisé. Voilà. Je crois que bonsoir. Nous retenons du discours de Paul Biya une seule chose, des promesses et encore des promesses et des questions. Quelle transparence dans le recrutement des jeunes dans les écoles normales? Quelle transparence dans le financement des projets jeunes qui mettra fin à la corruption? Quel suivi et quel contrôle? La route vers le changement est encore parsemée de trop d'embûches et nous avons encore pour 6 ans et 355 jours. Ça fait... Bonsoir, monsieur Zé. Vous êtes un journaliste hors du commun. Je voudrais que vous persistiez sur les propositions en regroupant des gens comme ce jeune sur le plateau et l'économiste. Veillez et dénoncez. Ceci aidera le nouveau septennat. Christian de Douala Christian, puisqu'on ne nous a pas appelé pour les consultations, on les fait en direct ici, là. Les consultations, oui, mais qui va parler au nom de qui? Il faudrait travailler sur la participation et la représentation légitime au préalable. Bonsoir, parce qu'il doute un peu de ces consultations-là. Bonsoir, je suis de Messamena. Je souhaite rencontrer des projets dans le cadre des BRICS. J'ai eu le privilège de suivre ton émission. D'accord, j'espère que les qualités... Il faut rencontrer M. Niambal qui a des qualités. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Pour le problème de l'électricité, les Camerounais veulent tout, l'électricité, mais quand vous voyez les chiffres d'abonnés des NEO, c'est 2 millions sur 30 millions. Donc on veut l'électricité, mais on ne veut pas s'abonner de façon légale. Il parle également du vol de l'électricité dans notre pays, pour comprendre tout cela. Alors sur les domaines appelés à être accélérés par le chef de l'État, l'électricité, la route, la santé, et ça dit qu'il observe quand même que dans ce secteur-là, ça n'avance pas beaucoup. Mon cher Jean-Jacques, vous savez très bien qu'en matière d'infrastructure routière, il y a des efforts qui sont faits, mais très souvent, ces efforts, parfois, ne se traduisent toujours pas par des résultats concrets sur le terrain. Vous voyez, le ministère des Travaux publics, c'est quand même le ministère qui a le plus gros budget de l'État. Et quand on a l'habitude de regarder, par exemple, les journaux dans nos chaînes de télévision, on voit très bien le ministre des Travaux publics qui est toujours sur le terrain. Ouais. Mais après, bon, il y a des choses qui sont réalisées, c'est-à-dire vraiment des routes qu'on a construites, mais il y a des lenteurs qu'on observe dans certaines constructions. Et on ne peut pas dire de façon tranchée que les résultats sont négatifs. Non. Il y a quand même des routes, n'est-ce pas, qui sont visibles aujourd'hui. Quand je vois la route Yaoundé-Bafoussam, et quand je vois même la ville de Bafoussam qui est très bien construite, avec des routes partout, qui... Et lorsque vous regardez Gaoundé-Garoua, quand je regarde, il y a parfois un déséquilibre, vous voyez, oui. Et c'est ce déséquilibre parfois qui amène qui amène les autres à croire que il y a quand même beaucoup de choses à faire encore dans ce secteur-là. Donc, si le chef de l'État revient sur les problèmes de route, sur les problèmes de santé, c'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans ces domaines-là et c'est parce que lui-même observe, je crois, les limites par rapport aux efforts qui sont fournis.
par les ministères sectoriels. Vous pensez que le problème des routes, le spécial va répondre tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le problème des routes est directement lié à ceux qui ont la charge de ces ministères, ou alors la capacité et la qualité des budgets qu'on met pour faire ces routes-là et la volonté qu'on y met? Vous pensez qu'il y a suffisamment de volonté et de moyens, et le problème serait par exemple le ministre? Non, moi je crois que... Moi j'ai été membre de la commission des finances et du budget quand j'étais député à l'Assemblée nationale, entre 2013 et 2020. Mais je peux vous dire que très souvent, vous savez, le budget c'est un acte de condition. C'est-à-dire on vote le budget en attendant que les recettes, les dépenses, tout ça... En fait, il faut que ce budget soit constitué après, c'est-à-dire avec les recettes qu'on aura par rapport aux impôts, fiscalité de porte, fiscalité diverses. C'est pour cela que je dis oui, on vote le budget, mais souvent ce budget n'est toujours pas exécuté à 100%, parce qu'on peut aboutir très souvent, n'est-ce pas, au manque de moyens financiers qui devrait normalement amener le responsable de ce ministère sectoriel à payer ceux qui exécutent les travaux et je dirais à réceptionner les travaux déjà même exécutés. Donc on a des problèmes budgétaires, certains. Et comme l'a relevé le collègue tout à l'heure, il a parlé des investissements qui ne sont pas toujours bien faits. Moi j'ai été président du comité régional de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public. Et au niveau de ce contrôle, moi je me suis rendu compte qu'effectivement les travaux étaient très mal faits, très mal faits, et parfois on les réceptionnait. Une salle de classe qu'on réceptionne et qui se fissure après 6 mois n'a pas été bien construite. Si un sac de ciment peut donner... Oui, elle est quand même réceptionnée. Si un sac de ciment peut donner lieu à 100 parpaings, alors qu'on sait très bien que les 100 parpaings sont très fragiles, ces fissures peuvent facilement être provoquées. Donc, il y avait souvent la société civile qui venait, après avoir filmé les travaux sur le terrain, et on voyait comment ces travaux étaient réalisés. Et très souvent, bon, les mêmes parfois soumissionnaient et on leur donnait toujours, n'est-ce pas, des marchés, alors que très souvent, ils ont très mal travaillé par rapport aux autres marchés qu'ils ont soumissionnés et ont gagné. Le pauvre député, il fait bon, à ce moment-là, le président, vous faites votre rapport, vous adressez au ministre de l'économie et de l'aménagement du territoire, et il y a un jour comme ça consacré à l'étude de ces différents rapports, et c'est le comité national qui siège sous la présidence du ministre de l'économie. Il y a parfois le ministre des Finances qui est là, mais je dois vous dire que très souvent, c'est-à-dire pour conclure, je dirais que le budget est là, mais le budget n'est toujours pas suffisant pour couvrir l'ensemble des projets défendus devant la commission des finances et du budget. Voilà qui est clair. Donc on a des difficultés sur le plan budgétaire. D'accord. Budget, qualité d'infrastructure, livraison fantaisiste, les rapports fantaisistes également, mais tout cela se résume à la corruption. Parce que s'il n'y a pas de corruption autour de tout cela, et le président Biya dit que l'avènement d'un Cameroun nouveau, stable et prospère est en marche. Et cela passe par une politique de main tendue. Il tend la main à tous du Cameroun et de la diaspora pour que chacun puisse qu'on jette ensemble les bases d'un avenir prometteur pour la jeunesse, l'union sacrée. Alors cette main tendue, qu'est-ce qu'on met dedans pour construire cette union sacrée? Qu'est-ce qui met à l'intérieur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il mette à l'intérieur? C'est là, c'est l'ouverture d'une, comment je vais ça, l'affirmation d'une république ouverte, une république de tolérance et participative. Participative. Oui. Le chef de l'État tend la main à tout le peuple camerounais pour un développement à moi. Participatif. Quelle forme il donne à ce joignez-vous à moi? Chacun de nous, le chef de l'État est devant. Chacun de nous doit désormais œuvrer pour le développement du Cameroun. Et nous avons devant nous un guide, un visionnaire, le président de la République. Est-ce que c'est possible avec l'environnement, l'entourage qui a été présenté ici? Le président est quand même un peu pris en otage. La main tendue va plus loin. Oui, c'est possible. La main tendue va plus loin. Il ne s'agit pas seulement, c'est-à-dire même les acteurs politiques, les opposants, les hommes politiques, le chef de l'État leur tend la main. J'espère maintenant que le chef d'État sera
ouvert, n'est-ce pas, aux propositions qui viendront du peuple, du moins de toutes les composantes de la société, parce que, voyez-vous, le chef de l'État, j'ai l'impression, ne veut plus opérer seul. Désormais, il va agir en disant, c'est le peuple qui m'a demandé de faire. Il dit, joignez-vous à moi, l'heure est au rassemblement. C'est l'union sacrée. L'union sacrée autour du président de la République pour affronter les défis du futur. Et je me dis, moi en tant que jeune, lorsque je vois cette main tendue, et c'est le message que je voudrais, n'est-ce pas, apporter à la jeunesse aujourd'hui, je me réjouis de savoir que nous avons des jeunes qui l'ont tôt compris, comme l'étudiant qui est devant moi, et il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, sur 10 jeunes, au moins 8 soutiennent le président de la République. N'écoutons pas les sirènes de la division. Il y en a qui soutiennent le président de la République, qui veulent bien l'accompagner, et nous leur disons que c'est le moment est donc venu pour se lever et comment je vais dire ça, de soutenir l'action du président de la République. Mais qu'est-ce que le président fait? Vous l'avez vu, vous avez entendu le président le dire, il va désormais mettre un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Il a dit en 2018 aussi. Hein. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'entame de l'émission, j'ai trouvé le chef de l'État sincère dans son discours. Et je me dis que cette fois-ci, il l'a compris. D'accord. Il a compris les frustrations des jeunes. Et il ne peut plus blaguer avec cette jeunesse-là. Le chef de l'État ne peut plus s'amuser avec cette jeunesse. Et je crois que si nous nous levons tous, avec l'amour de la patrie, hein, c'est-à-dire nous disons en tant que patriotes que nous accompagnons le chef de l'État, nous allons véritablement atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Maintenant, moi, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques, au-delà des infrastructures à mettre en place, je vais dire, qui accompagneront les jeunes et les personnes qui vont accompagner, à nommer à cet poste de responsabilité, il va falloir, et c'est une doléance, que le chef de l'État implémente l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. C'est-à-dire qu'il faudrait que ceux qui vont arriver, qu'on sache que le ministre de l'eau et de l'énergie, quand il est arrivé, il avait une richesse estimée à peu de 100 millions. Et quand il est parti, voici à quoi ressemble sa fortune. Donc, c'est ce que nous attendons du chef de l'État. C'est cette transparence-là que nous voulons. Et vous allez voir, aveuglement, moi, j'accompagne le chef de l'État, je le suis. Tu n'es pas Thomas. Tu n'attends pas de voir. Non, je n'attends pas parce que en réalité, voyez-vous, j'ai aimé un slogan à travers les banderoles qui sont accrochées un peu partout dans la ville de Yaoundé. Le chef de l'État appelle la jeunesse à s'unir à lui pour affronter l'avenir. Et là, je me suis dit, en tant que jeune, il est temps pour moi de me lever. Je n'ai pas besoin d'attendre de voir s'il va réaliser ou pas ce qu'il a dit. Je me lève pour accompagner le chef de l'État à réaliser ce qu'il a dit. Et c'est en 2032, au cas où il finit son mandat, que nous allons donc nous asseoir pour évaluer son septennat. Bertrand, la main tendue, tendre la main à tous et à chacun pour jeter les bases d'un avenir prometteur pour la jeunesse. Il appelle à l'union sacrée. Il demande, il dit, joignez-vous à moi. C'est l'heure du rassemblement. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur et qu'est-ce que vous attendez avec cet appel et cette main tendue du président? Je pense qu'en 43 ans, le président a déjà tout vu. Il peut même déjà prendre des résolutions seul. Parce que pendant 43 ans, les gens ont été autour de lui. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont là depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que pour le reconduire, il fait bien. Pour reconduire le même ministre dans un ministère. Pendant 20 ans. On a des ministres comme ça qui ont fait 20 ans au même poste. Jean-Jacques, comment on ne peut expliquer qu'il travaille bien? C'est ça la conclusion logique. Il travaille bien. C'est qu'il travaille bien. Quelle est la main tendue encore que le président demande? Que quelqu'un fait dans un département ministériel 20 ans. Mais lorsqu'on évalue réellement si ce ministère donne vraiment bonne satisfaction, il faut être vraiment un simple adjuvant
pour dire oui, sans analyse. Je pense que le président de la République, il est temps qu'il prenne seul ses responsabilités. À la limite, qu'il ne consulte plus personne. C'est-à-dire qu'il s'enferme dans son bureau, il prend des résolutions, il publie. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Parce que dire aujourd'hui qu'il mesure la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes... Je vous assure, Jean-Jacques, le président est celui qui maîtrise tout. Que ce soit à minuit qu'à 6 heures. Que ce soit à midi qu'à 18 heures. De toi à moi, on ignore tout. Parce qu'on n'a pas de base. J'ai été un peu dérangé tout à l'heure lorsque l'économiste nous parle du barrage de Nachtigal. Ce sont les domaines que nous autres, on ne maîtrise pas. Si c'était le domaine mécanique naval, maintenance mécanique, je peux encore connaître quelque chose. Mais quand il nous dit ça, j'ai comme l'impression que je vais pleurer. Pourquoi les gens nous embrouillent? Pourquoi les gens nous font comprendre que le projet-ci, c'est ça qui va venir relever le Cameroun pour qu'on ne souffre plus? Mais à la fin des comptes, on est encore sur place. Il faut que ces gens rendent compte aux Camerounais. C'est trop. Aujourd'hui, que tu sois de l'opposition extrême, des gens qui veulent que le Cameroun finisse, à l'écoute du discours d'aujourd'hui, il y a lieu quand même de relever une pertinence dans le sérieux du contenu du discours du président. Il est déçu. Maintenant, les qui, ils veulent encore qu'il se joigne à sa main. Moi, j'ai une entreprise. J'ai une entreprise, ça fait depuis janvier. C'est difficile de décoller. C'est difficile de décoller. Au centre de formation, de création d'entreprise, on est passé là-bas. Mais on se retrouve qu'on n'a pas, on n'a rien. Tu fais le tour des mairies, tu expliques au maire, tu lui montres, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que les marchés qui sont chez lui là, il a lui-même des sociétés qui le passent. Donc quand tu viens bavarder là, te dire que tu vas atteindre. Donc il faut que le chef de l'État comprenne que nous les jeunes on souffre. Énormément. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire. Ce n'est pas parce qu'on ne veut rien faire. Je refuse le langage auquel on veut donner un qualificatif aux jeunes. Le jeune, les délinquances juvéniles, machin, la facilité. Je condamne cela. Et je voudrais dire ici que l'une des choses que le chef de l'État doit ajouter, c'est que voici les élections municipales et législatives qui arrivent l'année prochaine. Il faudra qu'à partir de son parti, qu'on retrouve le nombre de députés qui sera élu au RDPC, soit des jeunes de moins de 35 ans. Ça sera encore cohérent, de bien ajouter, c'est-à-dire que les plans qu'il était en train de faire aujourd'hui, qu'on retrouve. À mon avis, chez nous, il faut regarder qui est le plus jeune. C'est le président du FDC. Parcourez un peu. FDC. Oui. Parcourez un peu les communes. Vous allez trouver que le plus jeune conseiller, de mon atelier, c'est lui. Mais va un peu dans d'autres. Tu vas trouver les 50 ans au moins. C'est le plus jeune là-bas. 50 ans. 55 ans. 60 ans. Et pourtant, on a des gars qui ont fini avec le master 2 à 23 ans. On va aussi voir un secrétaire de la présidence. La phase des projets énergétiques nationaux portant sur le réseau électrique est un gros serpent qui est contrôlé par des personnes qui n'aiment pas le Cameroun. Je suis spécialiste en optimisation, contrôle et protection des réseaux électriques intelligents ici au Québec, ça vient du Canada, avec un niveau très élevé de connaissances. J'ai posé la question aux responsables de la Sonatrel, pourquoi les équipements que vous installez sur les postes au niveau des équipements de commande sont des types électromécaniques alors que nous visons une intégration des sources intermittentes. JGZ, je suis tombé en pleurs voyant le coût financier pour des situations répétitives sans solution. C'est docteur Alain Leka, il dit « Je pleure et j'ai mal. Nous aimons notre pays, mais aidez-nous à venir construire gratuitement notre pays avec nos compétences dans le domaine de l'énergie. » L'expert qui parle a raison sur le plateau. Salut ceux qui nous écoutent, hein, nous sommes depuis le Canada. On est en train de sortir l'émission justement Mohamed Ali sur ces questions, sur les priorités que devrait être celle du chef de l'État lorsqu'il appelle à l'union sacrée. Il doit faire quoi pour que l'union sacrée se construise
On rappelle qu'il y a quand même encore eu des jeunes qui ont manifesté leur colère. Les 53% du président Paul Biya, c'est le plus mauvais score depuis 1992. Il y a une abstention encore de 4 millions au moins de personnes qui ne sont pas allées voter. Comment faire pour les amener à l'union sacrée? Jean-Jacques Zé, c'est à travers les actes que le président va prendre. J'étais bien amusé aujourd'hui quand le président de l'Assemblée nationale a remis le bic et il a dit que c'était pour prendre les décisions. Je crois qu'entre... En mettant l'accent sur le gouvernement. Sur le gouvernement. Le président est comme vous, comme, ils veulent que ça bouge. Aujourd'hui, les attentes sont dans tous les domaines. Dans la région de l'Est d'où je viens, il y a beaucoup de chantiers miniers qui nourrissaient des familles qui sont fermées. Vous avez un petit litige pour l'eau tranchée. Je parle de la situation du serpent de mer qu'on appelle Kambele aujourd'hui. Vous avez un côté, un camp et l'autre. Ils sont en train de discuter et c'est le peuple qui paye. Et c'est la jeunesse parce que dans ces chantiers, il y a des jeunes qui trouvaient leur compte. Donc moi, je pense qu'il faut des gens... C'est pourquoi parfois, Jean-Jacques, il faut qu'on arrête le saupoudrage. Quand il y a un problème, on dit à notre père. Le président Paul Biya, c'est le père des Camerounais. Nous, on n'a que connaître lui. Moi, je vous dis, quand je parle du président Paul Biya, je parle avec émotion. C'est mon père. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Alors, il faut que les gens arrêtent, lorsqu'il y a un problème, de faire semblant. Il faut résoudre les problèmes. Les problèmes des jeunes sont simples. S'ils ont besoin des opportunités, Jean-Jacques, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un communiqué de recrutement à la SNH. À la CSPH. J'ai demandé que tu es qui? Au FEICOM, par exemple. On lance les concours pour la fonction publique. Moi, jeune Bororo, je m'imagine dans un bureau à la SNH. Mais comment? Chaque jour, pourtant, on recrute dans ces sociétés. Lorsqu'on se dit des apôtres, il y a même des créatures. Je vais caricaturer un peu. Mais lorsqu'on aime son président, les mesures qu'on doit prendre doivent être des mesures qui doivent également faire en sorte que le peuple qui a élu le président soit satisfait. Qu'on nous dise au poste national, au journal de 17 heures par exemple, ou bien à Info TV au journal, qu'on veut recruter 100 jeunes à la CNPS. Le grand directeur général Mokulu Vondo, sûrement il me suit. On sera très content, même si je postule, je n'obtiens pas le poste. Je dirais au moins que l'année prochaine, il est transparent. Voilà, l'année prochaine, il valorise le mérite. Voilà, l'année prochaine, il y aura peut-être encore une opportunité dans une autre société. Ça, c'est des petites choses que ces responsables doivent savoir, que nous, les jeunes, c'est ce qu'on attend. On peut même être au village, on ne fait rien. Mais le fait d'avoir vu un jeune du village partir à la SNH, on s'est dit que mon jour va arriver. On va rapidement maintenant, bonsoir, je disais, il faut dire à mon ami sur le panel, d'ailleurs, Angelo Toueli, demande si tu es déjà biaïste sur le plateau, sans que tu aies un peu de biaïsme là. Le message qui vient d'Italie, il faut dire à mon ami sur le panel que s'il est atteint du syndrome de Stockholm, c'est son problème. Tous les jeunes n'aiment pas le président de la République. On cite des universités qui sont dernières en Afrique et forment des benskinners supérieurs. Vous souvenez-vous encore de ce qu'avait promis le président en 2018? Il avait promis la mécanisation de l'agriculture, la poursuite des grands chantiers. Et Olembe est toujours là. Le président va faire son discours et dérégler son pouvoir ensuite, comme depuis un moment. Le 237 était parmi les premiers pays cités en Afrique il y a 45 ans. Aujourd'hui, on va prendre un an, ainsi de suite. Jean-Jacques, je sors rapidement. De réagir. Voilà, on ne refuse pas la parole les aînés. Oui, Jeanne, on apprécie le raisonnement que vous avez établi tout à l'heure sur le problème énergétique. Et comme on sait, on l'a dit, on fera toute une émission sur cette question-là. Mais on est sur la question de l'union sacrée. Elle devrait passer par quoi pour soit une véritable union sacrée autour du président Biya? C'est lui, le président de la République. Disons, j'aimerais revenir sur le message qui ressort des récentes élections. Les Camerounais ont envoyé un message clair. C'est que quand on regarde notre pays aujourd'hui, le chef de l'État a eu 53,66% et le reste va à l'opposition. On a un pays qui est quasiment coupé en deux. Oui. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut un discours d'apaisement. Il faut un message clair sur la modernisation ou l'amélioration de la gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça a plusieurs points. Un,
dire qu'on veut avoir une gouvernance basée sur l'amélioration du bien-être de la population, sur des valeurs telles que le mérite, sur l'égalité des chances. C'est ça qui va permettre aux jeunes de toutes les régions du Cameroun de s'agréger derrière un message et une vision. Le deuxième point, là où il y a le bas blesse souvent, c'est le choix des hommes. Une fois qu'on a défini le cap, c'est quoi? C'est que les Camerounais ont envoyé un message sur le fait qu'ils n'ont pas d'emploi. La vie est chère. Les infrastructures économiques et sociales sont dans un état de délabrement avancé. Il faut remettre le pays en chantier. Donc, je dis, 1, avoir cette vision. 2, choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et là aussi, donner l'égalité des chances, choisir les meilleurs Camerounais, qu'ils proviennent de l'intérieur du pays ou de la diaspora. Cameroun a la chance d'avoir beaucoup de ressources humaines. Le troisième point, c'est sanctionner. C'est sanctionner. Et c'est alors que quand le chef de l'État dit qu'il va sanctionner, qu'il va revenir renforcer la lutte contre la corruption, si on a une politique, si on choisit des hommes, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de résultat. C'est un peu ça. D'accord, professeur. Comment bâtir cette union sacrée autour du président Paul Biya? On a parlé de la diaspora tout à l'heure. Elle a lancé un appel à la diaspora, mais on sait que quasi majoritairement la diaspora a voté contre le président Biya. Comment construire dans ces conditions-là une union sacrée? Bien, après le discours inaugural de ce jour, qu'est-ce que les Camerounais attendent du chef de l'État? Les Camerounais attendent des actes concrets. Et tout partira des premiers actes que le chef de l'État posera. Et quand il parle de l'union sacrée, je vois cette union sacrée comme les efforts que tous les Camerounais doivent faire pour accepter les mesures même que le chef de l'État prend. Elles peuvent être révolutionnaires, même au niveau, par exemple, des impôts, s'il y a des impôts nouveaux concrets, pour faire face à un problème peut-être de construction d'infrastructures routières, que ceux des Camerounais qui doivent payer cet impôt-là le payent comme cela se doit. Quand j'entends parler de l'union sacrée, je pense également au fait que chaque Camerounais doit faire bien ce qu'il a à faire. Parce que si, j'ai souvent l'habitude de dire qu'avant de critiquer le chef de l'État, commencez d'abord par vous-même. Est-ce que vous faites bien le travail pour lequel vous êtes là? Un enseignant d'université ou bien un enseignant du secondaire, bon, qui a peut-être 6 heures de cours par semaine. Il manque 4 heures, il vient 2 heures, il vient enseigner 2 heures de cours par... Il ne fait pas bien son travail. Hein? Le proviseur du lycée, qui au lieu de recruter, de mettre sur pied une commission de recrutement à la rentrée scolaire, s'enferme dans un bureau et envoie les gens prendre 100 000 francs pour l'entrée en 6e. C'est-à-dire, quand les enfants ont fait le concours, on n'a même pas pris ceux qui ont eu de fortes notes, mais le proviseur s'enferme pour... c'est en fonction des enveloppes. Oui, c'est en fonction des enveloppes. Tout le monde semble connaître. Donc, moi, je crois que chacun doit bien faire... C'est devenu une norme. C'est une norme. L'union sacrée... Premier ou second cycle. Très bien, mon cher Jean-Jacques. Donc, l'union sacrée, c'est que chacun fasse très bien son travail là où il est affecté. Si vous acceptez d'être administrateur civil, que vous soyez un très bon administrateur civil. Si vous êtes même balayeur de rue, vous êtes éboueur, vous travaillez exactement, faites bien votre travail. N'attendez pas que la manne tombe du ciel. Donc je crois que l'union sacrée, c'est comme ça un peu que j'entends l'union sacrée. Et comme il y a également le mécanisme de sanction. Il faut que le chef de l'État sanctionne ceux qui... arrête un peu l'impunité. Voilà, qui sanctionne ceux qui détournent les deniers publics, ceux qui sont corrompus, vraiment, parce qu'il est le mieux renseigné. Donc, il sait qui fait quoi. Il sait qui... Il est très bien renseigné il a félicité Elekam. On va sortir par là. Donc, il a félicité Elekam dans un contexte où beaucoup semblent dire que Elekam, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que ce n'est pas un peu... Il faut reconnaître que la tâche n'a pas été facile pour Elekam d'organiser ces élections. Les gens attendent des réformes, même des Elekam. Oui, il y a les gens qui attendent des réformes. Ça veut dire que lui n'est pas dans ce sens-là.
le Conseil électoral d'élections Cameroun a bravé, n'est-ce pas, toutes ces accusations et autres. Voilà, et je voudrais me joindre au chef de l'État pour féliciter cette institution qui s'est battue, n'est-ce pas, pour organiser à son niveau cette élection. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Elle a quand même été accusée avant, pendant et même après cette élection. Qu'on accuse à tort et les camps. S'il félicite, c'est qu'il a tranché. Ouais. C'est ça là. Jean-Jacques, moi, au-delà des félicitations, je voudrais dire, puisque c'est ma dernière prise de parole, que au niveau des jeunes, nous attendons des actes, pas seulement du chef de l'État, mais tout le monde qui aura le privilège d'être choisi par le chef de l'État. Je parle des ministres, des députés, même les députés. Quand vous êtes élus, allez chez vous au village, entretenez-vous avec les jeunes. Monsieur les directeurs généraux, nous sommes là, nous sommes dans les universités. Venez nous chercher et donnez-nous du travail. C'est tout ce que nous demandons. Nous aimons notre président. La seule chose que nous voulons, c'est des opportunités. Et ces opportunités, vous avez des possibilités de nous les donner. Donnez-nous des possibilités. Il y a des jeunes là, lui, il n'a que le BPC. Il veut être même agent d'entretien. On a compris cela. C'est tout ce que nous demandons. Félicitations à l'ECAM, c'est bon. Oh, oui, nous avons toujours eu un langage très doux avec les efforts que l'ECAM fait. Nous ne disons pas que c'est beaucoup, il n'y a plus rien d'autre, mais l'ECAM est en train de se battre. Mais il faut également dire que l'ECAM fait ce qu'on lui demande de faire. La réforme, ce n'est pas l'ECAM, c'est le code électoral. Exactement. Et pour qu'on ait donc ce code électoral, il faut que les gens s'y revendiquent, pour certains qu'ils ont été élus et tout, qui partent prendre la majorité au niveau de l'Assemblée pour donc changer ce code-là qui nous dérange et tout. Et on pourra se retrouver. Et que les jeunes entrent dans les conseils municipaux. Que tout le monde doit se mettre dans le sens de la paix. L'ordre doit régner dans notre pays. On a quelques sous-préfets des régions septentrionales qui nous envoient des messages. Ils reçoivent également de nombreux messages de menaces. Dans tous les cas, le processus électoral, l'élection présidentielle 2025 est terminé. Il faut qu'on se mette maintenant dans la préparation des prochaines échéances électorales en paix, avec la main tendue et l'union sacrée. Merci d'être venu à l'émission. Merci à ceux qui ont regardé. Rendez-vous demain 21h. À vous la parole reçoit le docteur Moïse Mbok, ancien porte-parole de Issa Tiroma Bakary. Demain 21h. Bonne soirée à tous. Il y en a beaucoup.